Bonjour à tous, je suis Christian Saoud, membre du Collège de la Haute Autorité de Santé je préside le Conseil pour l'engagement des usagers de la HAS que nous avons mis en place pour toute la stratégie qui nous occupe de 2019 à 2025. Vous êtes 245 personnes en ligne et on est déjà très fiers de cela. Je vais animer ce webinaire pour les 2 heures qui viennent. Je suis enchanté de vous retrouver pour certains et de trouver d'autres auditeurs et internautes. C'est notre deuxième édition de ce rendez-vous de l'engagement que nous avons instauré chaque année maintenant à la HAS. J'espère que l'on vous gardera tous avec nous pour l'année qui vient et qu'on se retrouvera avec autant d'intérêt et de plaisir l'année prochaine. Avant de commencer, j'ai pour mission de vous donner quelques repères techniques et opérationnels pour garantir le bon déroulement de notre session. Si vous avez des difficultés à nous voir ou à nous entendre, je vous recommanderais de fermer toutes les pages Internet qui seraient éventuellement ouvertes sur votre ordinateur ou le smartphone que vous utilisez pour suivre la conférence. Je vous recommande aussi de déconnecter, si possible, tout autre appareil, téléphone, tablette, jeu. Si les enfants sont en train de jouer avec la crêpière électrique, ne la déconnectez pas non plus quand même. Tout objet un peu connecté au Wi-Fi, il faut essayer de l'enlever si vous avez des difficultés pour nous voir. Pour interagir avec vous, vous pouvez utiliser le chat qui se trouve à la droite de votre écran. Vous êtes, je l'ai dit, 261 personnes maintenant, donc on ne va pas se le cacher, on ne répondra pas à toutes les questions. Mais n'hésitez pas à les poser néanmoins, car on vous en fera dans les prochains jours une foire aux questions pour toutes celles qui n'auraient pas trouvé de réponse lors de la conférence d'aujourd'hui. C'est à la fois important pour vous, parce que c'est bien d'avoir une réponse, puis c'est aussi important pour nous, parce que ça montre le cours des questions qui vous préoccupent. Sachez par ailleurs que, oui, en même temps que cette foire aux questions, on vous enverra dans les prochains jours un lien pour accéder à l'enregistrement de cette conférence et aux supports de présentation qui sont parfois un petit peu complexes et qu'on aime bien revoir un peu à tête reposée. Il est arrivé à la HAS convaincu de nos axes stratégiques. Je dis il est arrivé, je parle du directeur général de la HAS, Thomas Vanek, et il a pris des engagements très forts pour que ce qui se trouve dans l'axe numéro 2 au titre faire de l'engagement des usagers une priorité se mette en place. Je l'en remercie d'ailleurs, mais je vais d'abord lui donner la parole parce qu'il a tenu à s'adresser à vous pour ce deuxième rendez-vous de l'engagement des usagers. Bonjour à tous et merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil de l'engagement des usagers. J'y reviendrai dans un instant. Merci pour ces mots. Et d'abord, je voudrais commencer par effectivement des remerciements pour remercier tous les usagers qui sont présents aujourd'hui pour ce webinaire, parmi lesquels une pensée évidemment particulière pour tous les usagers et représentants des usagers qui sont présents au sein des commissions et des groupes de travail de la Haute Autorité de Santé, parce que ils ont participé, ils jouent un rôle même assez important, assez décisif dans toute l'élaboration des recommandations et des avis que nous avons pu rendre pendant la crise du Covid. Et je vais y venir en quelques mots. C'était vraiment fondamental parce qu'il y a eu un enjeu qui est un enjeu assez inédit pour la Haute Autorité de Santé, qui était celui d'être capable d'être réactif, justement, de permettre d'avoir les meilleurs soins possibles, les meilleures technologies de santé le plus rapidement disponibles pour que les usagers, les patients puissent en bénéficier. Et pour ça, effectivement, l'implication directe des usagers était absolument fondamentale. Alors, la HAS a été particulièrement attentive pour poursuivre cet engagement des usagers pendant la crise, alors même qu'il fallait être très réactif. Et pour ça, effectivement, il fallait que tout le monde joue le jeu. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très important. Je l'ai dit, vraiment, tout le monde se félicite de la mobilisation générale qu'il y a pu avoir. On a adapté pour ça à la Haute Autorité de Santé notre format de recommandation en raccourcissant les délais de production pour coller à l'évolution de l'épidémie, sans jamais rien céder évidemment sur le service scientifique ou sur l'exigence, parce qu'on ne peut pas avoir une moindre exigence, on ne peut pas se payer le luxe d'avoir une moindre exigence en période de pandémie mondiale, comme celle du Covid. Et donc tout ça a été possible grâce aux usagers et avec les usagers. Mais si on prend un tout petit peu de recul, au-delà de la crise, qui évidemment est un déterminant extrêmement fort de la relation actuelle avec les usagers, mais
il y a des courants plus forts, plus structurants encore qui traversent cette relation. Christian l'a mentionné, il y a un projet stratégique qui cadre un peu les ambitions de la Haute Autorité de Santé sur la période 2019-2024. Alors, en ce qui me concerne, je suis arrivé en 2019, donc juste après l'élaboration de ce projet stratégique, et je m'inscris évidemment complètement dedans, puisqu'il guide l'action du Collège de la HAS. Et comme vous le savez, l'axe 2 de ce projet stratégique, c'est effectivement la stratégie d'engagement des usagers dans tous les travaux de la Haute Autorité de Santé. Ça veut dire, c'est pas seulement qu'on travaille pour les usagers, pour les patients, c'est qu'on travaille avec les usagers et les patients. C'est vraiment ça l'objectif. Et c'est un objectif qu'il faut continuer à poursuivre et sur lequel il faut en permanence avancer. Alors, il y a plusieurs chantiers qui sont lancés et on sera très attentif au bilan final de ce projet stratégique, parce que c'est tout l'enjeu d'avoir un projet stratégique, c'est de pouvoir, à la fin de la période, se dire est-ce qu'on a vraiment avancé autant qu'on le souhaitait, est-ce qu'on a été au bout des ambitions assez fortes qu'on avait portées. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter qui s'est réalisé au regard de cette ambition? D'abord, tout seigneur, tout honneur, la création du Conseil de l'engagement des usagers, qui est présidé par Christian Saout, qui me prête sa caméra pour que je puisse m'exprimer devant vous. Il est composé, comme vous le savez, à parité d'usagers du système de santé et de professionnels et d'universitaires dans les secteurs sanitaires, social et médico-social. Ça, c'est très important, cette parité, puis cette richesse de profil. Elle est à l'origine même de l'idée du CEU. Il est là pour aider la Haute Autorité de Santé, ce conseil, mais aussi pour l'aiguillonner, mais aussi pour changer le regard, mais aussi pour apporter un éclairage qui n'était pas historiquement celui qui était spontanément celui de la Haute Autorité de Santé. Je me tourne vers Christian, alors vous ne le voyez pas, mais pour l'instant, il approuve mes propos, ce qui est extrêmement rassurant pour moi. Évidemment, on peut toujours trouver qu'il faut aller plus vite ou plus loin, et c'est pour ça aussi que le Conseil de l'engagement des usagers est là. Du coup, il a été l'occasion de retour d'expérience au cœur même de cette crise-là. Et on voit que même si c'est une création qui est antérieure, au sein même de la crise, il a joué son rôle, avec un avis pour l'engagement des usagers sur les retours d'expérience, justement, qui a permis justement de cadrer et d'avancer sur cette thématique-là. Alors, ce sont des instances, évidemment, la Haute Autorité de Santé, mais puisque moi, je suis directeur général, je m'occupe des services, et un élément assez déterminant pour nous, ça a été la création d'un service spécifique consacré aux usagers au sein de la Haute Autorité de Santé. Alors, de l'extérieur, ça se voit comme une petite marque sur un organigramme. Pour nous, c'est quelque chose de beaucoup plus structurant, parce qu'effectivement, ça veut dire que, au-delà de la préoccupation des usagers qui existe évidemment au sein de chaque service, puisque c'est le principe qu'on essaie de défendre dans l'axe stratégique, il y a un service qui, lui, est spécifiquement dédié à cette question-là. Il est composé de 7 personnes. Ça n'est pas rien, puisqu'il a répondu notamment à 3800 sollicitations parvenues par courrier sous forme de réponses personnalisées. Notre institution et ses équipes peuvent s'en féliciter, et c'est aussi pour moi l'occasion, je ne vous le cache pas, de remercier le service d'engagement des usagers et tous ceux qui, sous la houlette de sa chef de service, se dévouent au quotidien, effectivement, avec la conviction très forte que c'est cette action-là qui nous permet de remplir notre mission comme nous devons le faire. Alors, au-delà de la création de ce service, il y a une recommandation en elle-même qui a été adoptée en septembre 2020 pour soutenir l'engagement des usagers. Cette recommandation, elle est intéressante parce qu'elle met en exergue les principes et les valeurs qui sous-tendent toute cette démarche autour de l'engagement des usagers. C'est soutenir et encourager l'engagement des usagers dans le secteur social, médico-social et sanitaire. Vous pourrez la retrouver dans son intégralité, bien évidemment, sur le site internet de la Haute Autorité de Santé. C'est vraiment une recommandation qui, là aussi, décrit probablement de la façon la plus claire et la plus nette l'ensemble des objectifs que nous poursuivons et comment est-ce qu'on veut avancer sur ce chemin-là. Alors, il y a des réponses conjoncturelles au-delà de cette recommandation de principe. Il y en a deux que je voudrais citer particulièrement. D'abord, l'avis du Conseil d'engagement des usagers que je viens de présenter, qui était au tout début de la crise, qui posait des repères pour une meilleure approche des préoccupations de la population. Et qui concernait aussi bien la Haute Autorité de Santé, qui réfléchissait sur elle-même, sur son action, sur comment elle devait prendre en compte justement les usagers ou le rôle des usagers dans l'élaboration de sa réponse, mais aussi pour l'ensemble des services de santé. Et c'est là qu'effectivement, il y a
il y a un enjeu qui est la mission traditionnelle de la HAS, qui est celui d'orienter, de guider, de proposer des pistes aussi pour les professionnels de santé du secteur social et médico-social. Et ce qu'on a fait aussi également, c'est que au-delà de ces avis-là, il y a eu 11 avis et documents usagés dans le cadre de la Covid-19. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 11 avis et documents usagés? Ça veut dire que pour un certain nombre de recommandations qui étaient rédigées à l'attention des professionnels, en général des professionnels de santé, dans quelques cas du secteur social et médico-social, mais essentiellement des professionnels de santé, a été élaborée une fiche symétrique qui reprenait les mêmes éléments scientifiques, qui reprenait le même raisonnement, mais qui était à destination des usagers et qui, évidemment, n'a jamais été préparée sans eux. Elle a été préparée avec les usagers et représentants des usagers à travers un dialogue qui était évidemment un dialogue toujours très, très exigeant, mais qui permettait vraiment d'être adapté à un public qui n'est pas nécessairement un public de spécialistes, de scientifiques, mais qui est un public qui est très directement intéressé par ce que la fiche a raconté. Et ça, je pense que c'était vraiment une volonté très forte sur ces sujets-là, de ne pas faire que la fiche de spécialiste pour les spécialistes, mais aussi en discutant, en concertant, en échangeant avec les usagers, de prévoir quelque chose qui s'adresse à ce public spécifique. Ça, c'était un engagement assez fort. Le Collège de la Haute Autorité de Santé, qui, comme vous le savez, est l'instance décisionnelle, l'instance scientifique, celle qui incarne la Haute Autorité de Santé, et donc fait partie Christian Saoud, puisqu'il en est membre. Il a été renouvelé récemment. Il a inscrit un certain nombre de travaux dans notre projet stratégique. Il a mené un certain nombre de travaux qui n'étaient pourtant pas inscrits dans notre projet stratégique. Il l'a mené pendant l'épidémie, notamment une feuille de route, qui est une feuille de route qui là aussi nous guide sur les différents aspects que nous devrons mener, qui est cette feuille de route sur l'engagement des usagers dans les évaluations des technologies de santé. Alors, il s'agit très concrètement, lorsqu'on évalue les technologies de santé, c'est-à-dire les médicaments, les actes et les dispositifs médicaux, de mieux prendre en compte, de plus prendre en compte la vie des usagers. Il y a une occasion très particulière pendant laquelle, effectivement, il a fallu définir et redéfinir ce rôle des usagers. C'est pour la mise en place d'une réforme qui est très structurante, elle aussi, pour la prise en charge des produits innovants. C'est la réforme de l'accès précoce, l'accès précoce des médicaments. Donc, cette réforme, elle est extrêmement récente puisqu'elle a été adoptée en PLFSS, en projet de loi de financement de la sécurité sociale, on va essayer de ne pas parler en acronyme, l'année dernière, et qu'elle a été mise en place opérationnellement au 1er juillet. Donc, on est sur du très récent. Et là, véritablement, l'enjeu, c'était de construire dès le départ une relation avec les usagers qui soit une relation où ils soient impliqués dans toutes les étapes, ils jouent un rôle véritablement déterminant. Et si on fait le bilan des premiers avis d'accès précoce, puisque la réforme date du 1er juillet qui ont été rendus, on a rendu 2 avis, un sur 2 pathologies, des traitements sur 2 pathologies, qui sont des pathologies évidemment qui sont graves. D'abord, le cancer du sein en triple négatif, avec la Haute Autorité de Santé qui a autorisé le Trodelvy en accès précoce. Et sur le Covid-19, il y a une autorisation d'accès précoce accordée à un traitement prophylactique, justement, ce qui était une première mondiale, un traitement qui était accordé à des patients qui étaient des patients immunodéprimés, qui ne réagissaient pas à la vaccination, qui n'avaient pas d'anticorps et pour lesquels ce traitement en prophylaxie offrait une perspective, un espoir. Et à chaque fois, le rôle des usagers, des collectifs, des représentants d'usagers a été un rôle qui a été déterminant. Ils ont pu s'exprimer, ils ont pu témoigner directement de la réalité. Je pense notamment à ce qui s'est passé sur ce traitement prophylactique. On voit le caractère absolument déterminant du point de vue des usagers sur cette question d'un traitement en prophylaxie qui était quelque chose de vraiment nouveau et où là, effectivement, la commission de la transparence et le collège ont été jusqu'au bout de cette logique-là. C'était vraiment la prise en compte du point de vue des usagers qui ont été déterminantes pour accorder ces accès précoces. Donc, c'est déjà quelque chose de très concret. Alors, ça ne va pas s'arrêter là, évidemment. Si on regarde devant nous, il faut regarder quel est le cadre de la coopération entre la HAS et les usagers, et notamment les associations d'usagers. C'est un cadre qui a une dizaine d'années. C'est un cadre que le président de la commission d'engagement des usagers connaît bien, qu'il a pratiqué. Voilà, il dit par cœur, effectivement, je pense qu'on peut lui donner quitus de ce terme-là. Il y a eu des évolutions législatives qui doivent absolument être prises en compte
Et l'idée, pour nous, c'est certainement pas de moins coopérer avec les associations d'usagers, c'est toujours de renforcer cela, mais c'est d'aller au-delà, effectivement, des associations d'usagers vers une représentation, un discours qui s'adresse effectivement à la société tout entière. Mais ça ne veut absolument pas dire, évidemment, que le rôle des associations, de celles qui structurent aujourd'hui la représentation des usagers, est un rôle qui doit être relativisé ou diminué. Par rapport à ces différents éléments, et je vais m'arrêter là parce qu'on me signale déjà que je suis. Ah, il faut que j'enlève mon masque. Parce qu'ils n'arrivent pas à lire sur les lèvres. Ah, effectivement, c'est un bon. Mais je. Non, nous ne l'avons pas dit. Non, effectivement. Je vais retirer mon masque, mais du coup, dans le respect de la distanciation sociale, je vous prie de m'excuser. Donc, je disais effectivement aller vers l'ensemble de la société et conserver la dynamique du dialogue avec les associations d'usagers. Et évidemment, je retire mon masque au moment où je dois interrompre cette présentation, donc je vous prie de m'en excuser. Vous avez un ordre du jour néanmoins qui est très chargé pour cette deuxième rencontre des usagers. Et je voudrais terminer, puisque j'ai commencé en remerciant tous les usagers et représentants d'usagers qui étaient présents parmi nous aujourd'hui, en terminant par remercier aussi les services de la Haute Autorité de Santé pour leur implication, pour leur motivation et pour leur engagement, justement, pour que toujours la Haute Autorité de Santé progresse dans la prise en compte du point de vue des usagers dans toute son activité. Je vous souhaite à tous un excellent webinaire et je rends la caméra et l'ordinateur à Christian Savou. Merci beaucoup, Thomas, de ta présence et de ces propos introductifs qui, j'espère que tout le monde l'a bien compris, ne sont pas des propos de circonstance, mais des propos structurels, puissants, qui sont dans la feuille de route de la Haute Autorité pour les 5 ans que nous avons évoqués, 2019-2024. Passons tout de suite à notre programme, qui est un programme chargé, mais je vois qu'on nous envoie des images de ceux qui ont été nommés récemment à la Haute Autorité de Santé dans un certain nombre de commissions. Vous savez qu'on a l'habitude de faire des appels à contribution pour ces rôles de représentants des usagers. Et il y a eu un puissant mouvement de renouvellement dans les instances de l'HAS parce que les commissions venaient tout simplement au terme de leur mandat et qu'il a fallu renouveler un certain nombre de représentants d'usagers. Certains de ceux qui sont à cet écran sont d'ailleurs des personnes renouvelées, d'autres sont plutôt des personnes nouvelles. Et je vous inviterai tout à l'heure à la fin du webinaire, je vous rappellerai les règles pour prendre connaissance de ces appels à désignation dans les instances et puis d'autres éléments aussi importants de la participation des usagers et de leurs représentants dans les travaux de la HAS. Le programme pour avancer, vous avez le premier rendez-vous de l'engagement des usagers dans un contexte difficile puisque le Covid venait de déferler sur le pays, a été l'engagement de travailler en atelier de nombreux aspects parmi les travaux de la HAS pour lesquels on souhaitait tous une meilleure prise en compte des attentes des usagers. Alors, ce deuxième rendez-vous, il prend naturellement la suite et on espère continuer comme ça avec vous, comme je l'ai déjà dit, par le truchement de l'Internet, mais aussi, j'espère, par le retour à des rencontres physiques dès que l'épidémie le permettra. Pour ce deuxième rendez-vous, vous avez déjà vu et on va parler des facilitations pour les personnes qui sont désignées, les facilitations que la HAS met en place pour exercer ce mandat. Et c'est Laura Godino qui aura en main cette brève séquence avec des solutions construites, notamment à partir des attentes exprimées l'an dernier, pour vous montrer peut-être comment on essaie de travailler entre, d'une part, vos aspirations et ce qu'on peut mettre en place en fonction des contraintes qui aussi pèsent sur nous, qui sont des contraintes parfois légales. Toujours dans les suites du rendez-vous, on va aller du côté de l'évaluation des biens de santé dont Thomas a parlé à l'instant, à la fois les traitements, à la fois les dispositifs médicaux et les actes. Et comme nous avons la mauvaise habitude de le faire et de l'appeler cette HTA, Health Technology Assessment, qu'on appelle donc évaluation des technologies de santé en français, on va la confier ce point à Marc Guerrier, qui présentera cette feuille de route que le collège a adoptée en juillet dernier à la suite du premier rendez-vous. Et il y aura un focus ensuite sur la contribution des associations
à l'évaluation du médicament dans le cadre de l'accès précoce, puisque vous l'avez compris, c'est une donnée tout à fait nouvelle dont Thomas a rappelé le calendrier à l'instant, calendrier très serré, puisqu'il fallait être prêt au 1er juillet. Et donc, Sophie, avec Catherine Simonin et puis d'autres intervenants qui seront en ligne, vous présenteront un peu l'ambiance et la façon dont on a permis à un certain nombre de contributions d'usagers d'être entendus dans le cadre de cette évaluation. Enfin, toujours dans l'idée des suites à donner aux travaux en faveur de l'engagement des usagers, nous avons invité Olivier Lasvernias, qui est un universitaire, à nous parler de l'engagement, parce que vous savez qu'il y a un foisonnement terminologique extrêmement important sur la question de l'engagement. La recommandation qu'on a publiée en septembre 2020 avait d'ailleurs essayé de bâtir un premier glossaire entre empowerment, patient expert, expérience patient, savoir expérientiel, pouvoir d'agir. Il est important d'apporter des clarifications à tout ça pour essayer de parler le même langage commun, mais aussi pour que les décideurs publics, à la fois dans les hôpitaux, dans les administrations, s'y retrouvent commodément, plutôt que de dire d'un revers de la main, écoutez, je ne comprends pas ce que vous me dites. Donc, c'est bien d'avoir un langage commun de façon à permettre plus d'actions en faveur de l'engagement des usagers, tant dans le soin que dans les accompagnements sociaux et médico-sociaux, d'autant plus qu'avec la nouvelle certification et puis avec la future évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux, la question de l'engagement va être au cœur de l'appréciation de ces services et de ces établissements. Donc, c'est très, très important. Voilà le programme, j'allais presque dire, de nos réjouissances. Et je vais passer tout de suite la parole à Laura, qui est la chef du service achat, budget et finances, c'est vous dire, adjointe à la secrétaire générale, c'est vous dire encore, et qui va vous présenter les travaux menés dans la suite des ateliers de l'engagement des usagers qui s'est déroulé en octobre 2020, et ces solutions qui ont été adoptées pour faciliter venez participer aux travaux de la HAS, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses aujourd'hui avec Internet et le travail à distance, mais il y a aussi malgré tout le maintien d'un certain nombre de réunions physiques, et puis peut-être, on l'espère tous, le retour à une vie normale qui va multiplier ces occasions de rencontres physiques. Donc, je reprends mon petit mouvement souple et dégagé pour apporter la caméra auprès de Laura. Laura, je te donne la parole, et donc je te demande d'enlever ton masque, comme dit le directeur, dans le respect de la distance. Exactement, des règles. De la distanciation sociale. Exactement. Physique, sociale, nous restons toujours très sociaux. Alors, bonjour à tous. Donc, l'idée était de pouvoir vous présenter le bilan de l'atelier que nous avions eu ensemble le 12 octobre 2020 afin d'évoquer les sujets relatifs à la venue des usagers, des représentants des usagers sur le site de la HAS. Donc, pour ceux qui n'étaient pas parmi nous lors de cet atelier, les principaux sujets qui avaient été évoqués étaient tout d'abord, comme l'a indiqué Christian, que les réunions en présentiel, dès qu'il serait possible de les tenir, seront préférées car elles permettent des échanges et des rencontres informelles, également en parallèle de la tenue de réunions au sujet avec des ordres du jour plus formalisés. Il a également été évoqué le sujet de la prise en charge financière de la venue, qui était indispensable évidemment, mais surtout la possibilité de ne pas avoir à réaliser d'avance de frais qui pouvaient constituer un frein à la venue sur le site de la HAS, notamment pour des groupes de travail. Enfin, nous avions échangé également sur les modalités de réservation des trajets et des hébergements, car ces modalités n'étaient pas connues de tous. Notamment, les principaux points qui avaient été évoqués concernaient donc ceux que j'ai listés sur ce PowerPoint. Comment solliciter l'agence de voyage mandatée par la HAS? Est-ce qu'il est obligatoire de passer par la plateforme de réservation online ou pas? Donc, la réponse était non, et on peut assurer ces demandes par téléphone ou par mail. Donc, nous avions précisé ces points. Et est-ce qu'il était possible de solliciter les accompagnements de mes équipes pour vous appuyer dans la réalisation de vos réservations? Et la réponse était également oui. Les autres sujets évoqués concernaient le besoin d'un accompagnement adapté, donc à la fois la possibilité d'un point de vue logistique de prendre un taxi et comment signaler que l'on avait besoin d'un taxi pour se rendre sur le site de la HAS, mais également comment être accompagné par une tierce personne pour se rendre jusqu'à la HAS
et ou pour être avec le représentant des usagers lors des instances auxquelles ils participent, et également comment effectuer une prise en charge pour cette. Donc, la conclusion de notre atelier, c'est qu'il manquait un document synthétique à destination des participants aux réunions se tenant sur le site de l'AHS qui compilerait les réponses à toutes ces questions. Et également qu'il n'était pas nécessaire de mettre en place un dispositif pour les usagers, mais bien de faire connaître la logistique spécifique qui pouvait être déployée. Donc pour ce faire et pour donner suite à nos échanges, mes équipes ont construit une foire aux questions intitulée « Faciliter votre venue » du titre de l'atelier que nous avions eu ensemble. Et donc qui est maintenant disponible. Donc l'objectif, c'était vraiment de porter à votre connaissance les éléments qui permettent de préparer au mieux sa venue sur le site de la HAS et de faire connaître les frais complémentaires qui pouvaient être pris en charge après votre déplacement, notamment comment se faire rembourser les frais de taxi, les frais de ticket de métro, les éventuels frais de repas qui ne peuvent pas être avancés. Donc, cette foire aux questions, elle est composée de 13 pages, elle se veut très synthétique, elle est découpée en 4 sections. Préparer mon déplacement, mon trajet, réserver mon hôtel et mes remboursements annexes. Et ce document, il est désormais transmis à l'occasion de chaque réunion afin de venir en appui des participants. Donc, peut-être, plutôt qu'un long discours, il vaut mieux vous montrer à quoi elle ressemble, cette foire aux questions. Donc voilà, je vous la montre rapidement. Donc comme vous pouvez le voir, j'espère que ce n'est pas trop petit. Donc ce sont des questions-réponses sur toutes les questions que vous pouvez être amené à vous poser sur comment préparer votre déplacement, comment saisir l'agence de voyage, comment accéder à la plateforme, comment solliciter des personnes de l'agence de voyage ou de mes équipes pour vous venir en appui. Également, quelles sont les possibilités de réservation en première classe, en seconde classe, comment faire prendre en charge comment dire, je suis désolée, il y a un petit problème. Voilà, comment faire prendre en charge les frais d'une tierce personne qui accompagne, etc. Donc voilà, donc bien sûr, cette foire aux questions aura vocation à être alimentée au fur et à mesure des questions qui pourront se poser pour vous accompagner au mieux votre venue sur le site de la HAS. Je remets mon livre. Merci beaucoup, Laura, pour cette présentation de ce document qui, vous l'avez compris, est organisé de manière extrêmement didactique à partir des différents phasages pour venir siéger ou participer à une instance de la HAS. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser à Laura maintenant? Je regarde notre tableau. Est-ce que c'est possible de partager ce document, Laura? Oui, il est accessible. Oui, tout à fait. Il pourra être partagé. OK. Est-ce que ça pourrait servir d'exemple dans d'autres organisations? La HAS n'a pas cette volonté-là. Elle fait d'abord pour elle-même. Je ne vous cache pas que par narcissisme, surtout personnel, mais de l'ensemble de l'équipe, que nous soyons un exemplaire et que cet exemple éclaire les autres institutions, nous va droit au cœur. Mais on fait ce qu'on peut avec nos moyens et nos ambitions. On est fiers d'avoir fait ça, mais oui, ça peut servir de modèle si les gens ont envie de le reprendre. Je regarde les questions. Il y a 2 personnes en attente de nomination pour la commission Impact. Peut-on postuler? Alors, c'est assez facile à savoir parce que sur les appels à candidature, il y a une date d'échéance. Donc, il faut regarder à la fin, en général, de l'acte de l'appel à candidature, il y a une date de fin d'appel. Et si les nominations ne sont pas intervenues, ça dépend essentiellement du collège, c'est sa responsabilité. C'est qu'on n'a pas dû aller assez vite ou qu'on a pris du temps pour examiner ceci ou cela, ou peut-être une formalité administrative, puisque vous savez, dans ces instances, notamment quand il s'agit des commissions réglementées, c'est-à-dire celles qui sont prévues par décret, il y a des vérifications à faire, notamment de déclaration publique des liens d'intérêt. Je prends peut-être une autre question, mais c'est moi qui réponds, Laura, alors que ça devrait être toi.
Catherine Cerizet, la commission de transparence a 2 représentants des usagers médecins. La Ligue contre le cancer, qui est certes agréée, est une association de médecins. Alors, je vois bien ce que veut dire Madame Catherine Cerizet, mais la HAS n'est pas un arbitre des élégances. Et dès lors que les associations sont agréées, c'est la responsabilité des associations elles-mêmes qui est en jeu dans le fait d'envoyer des candidatures. Donc, c'est vrai qu'à la transparence, il y a 2 médecins qui représentent les usagers, mais c'est le fait des associations elles-mêmes d'avoir envoyé ces candidatures, même si évidemment le choix relève toujours de l'HAS, mais fidèle à mes engagements, je ne manquerai pas d'en faire la remarque à mes camarades du collège quand on procède aux nominations. Je leur dirai, Madame Cerizet, ça sera fait. Qu'est-ce que je vois comme question encore? Toutes les associations ne peuvent pas nommer des RU. Est-il possible pour un RU de s'investir sans être obligé d'adhérer à une autre association? Alors, c'est un petit peu différent parce que pour ce qui est des commissions réglementées dont j'ai déjà parlé, la CESP, la commission d'évaluation économique et de santé publique, la commission de la transparence, la commission des dispositifs médicaux, la commission sociale et médico-sociale que je préside, dont la composition est prévue par décret, et je crois aussi la commission de la transparence, des certifications des établissements. Là, la loi impose que ce soit des représentants des usagers provenant d'associations agréées. Mais dans d'autres formes de travail de la HAS, notamment dans les groupes de travail, il n'y a pas toujours cette nécessité d'être agréé. Et puis la HAS a elle-même réduit un peu les choses en prévoyant notamment que pour des associations non agréées, on pouvait même en étant non agréé, mais à condition d'avoir une faible part de financement industriel, pouvoir venir dans ces travaux. Donc c'est un petit peu différent de la configuration. Enfin, chaque configuration a des règles un petit peu différentes. Ce que vous avez compris, et si vous ne l'avez pas compris, ce qu'il fallait comprendre dans ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, c'est que l'ensemble de ces règles, nous allons les mettre sur la place publique. On a parlé de ce qu'on appelle le cadre de coopération avec des associations, qui va devenir un cadre de coopération avec les associations et la société, et toutes les règles vont être rendues publiques de manière extrêmement transparente, avec les différents critères de nomination dans chaque circonstance particulière. On parlera des commissions, on parlera des groupes de travail, on parlera des parties prenantes dans la relecture. Et donc, notre ambition, à Joël André Vert, la chef de service qui est à côté de moi, à moi-même et à Cédric qui s'occupe de ce chantier, c'est que ça soit fait pour juin prochain. Donc, en principe, on prend l'engagement. Allez, on va le faire. Pour juin prochain, vous devriez avoir de manière très transparente, très claire et très pédagogique, j'espère, ce document. Vous verrez d'ailleurs qu'on lance un appel à candidature pour ce groupe de travail qui va se mettre en place sur le cadre de coopération avec les associations et la société. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des envies, si ça vous intéresse, ça sera une occasion de vous proposer pour cette collaboration. Joël, alors le document dont a parlé Laura, est-ce qu'il est en ligne sur le site de l'HAS? Alors pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Il est donné aux usagers quand ils sont nommés. C'est ça? Ça fait partie du pactage de la personne nommée, puisque, évidemment, elle aura besoin d'avoir accès à la plateforme de réservation hôtelière, à la plateforme de réservation des trains pour ses déplacements. D'autres questions? Est-ce que tous les postes pour les représentants des usagers sont prévus? Alors, sont pourvus? Probablement non, parce qu'il y a, à la vérité, un turnover qui est bien naturel. Ce sont des missions qui sont des missions parfois assez lourdes. Il faut savoir qu'à la commission de la transparence, par exemple, on siège toutes les semaines. D'autres, c'est tous les 15 jours. D'autres, c'est un peu moins fréquent. Mais c'est un niveau d'engagement assez élevé. Donc, on le tient parfois 3 ans, 6 ans. Mais bon, ça se trouve qu'il y a des postes vacants. Je crois que le conseil qu'on peut donner aux personnes qui nous écoutent et qui ont envie de truster ce type d'engagement, c'est de répondre à ces appels à candidature. Et je le dirai tout à l'heure en fin de séquence, de s'abonner sur les comptes Twitter de l'HAS et tous les sites électroniques qui permettent d'entrer en connaissance. Voilà. Je vous propose peut-être sans attendre, sachant qu'il y aura une foire aux questions qui répondra à toutes celles auxquelles on n'a pas répondu directement. Je propose de prendre le sujet suivant pour pas qu'on accumule trop de retard. Sinon, c'est le sujet sur le sujet linguistique, le sujet sur les déterminations, les dénominations, les appellations qui va pâtir. Merci beaucoup, Laura. Au revoir et bon retour au même étage.
Alors, j'attends, voilà, je vois Marc Guerrier qui est à l'écran et qui a pour mission, puisqu'il a bien voulu l'accepter, d'exprimer un peu ce qu'il y a dans cette feuille de route HTA, qu'il faut traduire en français, évidemment, par évaluation des technologies de santé à l'HAS. Alors, évidemment, il y a de l'évaluation des technologies de santé ailleurs, mais il y en a aussi à l'HAS, et c'est de celle-là dont on va parler. Marc Guerrier, je te donne la parole. Merci beaucoup, Christian. Chers participants, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors oui, je vais vous présenter un petit peu le contenu dans les grandes lignes, parce qu'on a peu de temps, de ce document qui s'appelle la feuille de route. L'intitulé exact, c'est « Renforcer l'engagement des usagers dans l'évaluation des technologies de santé à la HAS ». Vous avez entendu de la part de Thomas Vanek et de la part de Christian qu'il s'agit d'évaluer des médicaments, des dispositifs ou des actes médicaux. C'est ça qu'on entend par technologie. Ceci est fait une fois que ces technologies en question, médicaments ou dispositifs médicaux, sont sur le marché en vue du remboursement. Donc la HAS évalue de façon indépendante ces aspects de remboursement pour conseiller le ministère. Pour ça, il y a une évaluation médico-technique qui est faite à l'intérieur de la HAS et la nécessaire participation des usagers ou de la représentation des personnes en général pour donner des informations que la science ne contient pas, à savoir ce que c'est que de vivre avec la maladie, ce que c'est que d'utiliser tel ou tel médicament, tel ou tel dispositif médical. Alors cette feuille de route, c'est à la fois un aboutissement et en même temps un démarrage concret opérationnel. Je vais vous expliquer. Petit retour en arrière sur il y a un an, un autre atelier, nombre d'entre vous y étaient, avait identifié les leviers d'amélioration de ce qui était déjà en place depuis 2017, encore un petit peu avant, mais de façon plus concrète depuis 2017, pour la participation des usagers à ces évaluations. Avait été identifié notamment, je n'ai mis que 5 points, mais vous savez, ceux qui étaient savent qu'il y en a beaucoup plus, la nécessité de former les intervenants associatifs à la participation aux évaluations des technologies de santé, parce que ça n'est naturellement pas évident d'emblée, donc il faut expliquer ce que c'est qu'une évaluation de technologie de santé, ce que apportent spécifiquement les usagers, et ainsi de suite. On avait évoqué également la nécessité pour les usagers, une demande forte pour les usagers de disposer de plus d'informations avant leur contribution, en sorte qu'ils puissent travailler avec plus d'éléments pour contribuer. Nous avons un questionnaire générique, plusieurs d'entre vous le connaissent, peut-être pas tout le monde, mais qui est sur Internet pour la contribution. Et nous avions identifié la nécessité d'améliorer, de faire des progrès dans ce questionnaire. Il y avait aussi une demande de la possibilité d'être auditionné, en plus des contributions écrites. Et puis enfin, une demande de traçabilité et de lisibilité des contributions associatives. Ça, c'était en octobre. Le point suivant, c'est l'étape suivante qu'on a conçue à la HAS, c'est de partir de ces éléments de l'atelier d'il y a un an et de faire un entretien formel avec plusieurs grosses associations. Toutes n'y étaient pas, mais il a fallu, en termes de faisabilité, se limiter. Vous voyez ici France Asso Santé, le TRT5, l'APF, l'AFM et l'AFH, avec des entretiens bilatéraux, ça faisait 5. Et puis, on a ensuite, plus pour consultation et puis échange, informer et écouter des représentants de l'industrie du médicament et des dispositifs médicaux. Qu'est-il sorti de là? J'ai choisi, vous voyez, il y a en réalité plus de points que ça, j'ai choisi de vous montrer 7 points. On a revu le besoin de formation, on a revu la nécessité d'avoir plus d'informations en amont, on a revu que le questionnaire générique devait évoluer, on a souligné à nouveau la possibilité d'échanges plus directs avec la HAS, pas uniquement de l'édition par la commission, mais peut-être d'une façon plus transverse, c'est à réfléchir encore. La lisibilité et la traçabilité a été évoquée de nouveau. Il y a eu des points additionnels, par exemple, une approche spécifique nécessaire pour les dispositifs médicaux. C'est vrai, il faut la réfléchir ensemble. Et puis, à nouveau, la question des délais qui est un point difficile sur lequel on reviendra plus tard. Troisième étape,
on a rédigé une feuille de route, c'est-à-dire une série de points opérationnels décidés. Le nombre de leviers d'action est immense, donc on a, grâce à ces actions préalables, fait un tri, hiérarchisé. On n'est pas complet, mais il faut bien commencer. Et il y a de la force pour ça, puisque c'est le collège de la HAS qui a validé le contenu de ces opérations. Les voici. Alors, il y en a 8. On ne va pas les détailler maintenant, on n'a pas le temps. Mais vous pouvez retrouver facilement cette feuille de route sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et parmi ces 8 actions, j'ai choisi aujourd'hui, avant les questions, pendant que j'ai la parole, de mettre l'accent sur les 4 premières. Non pas qu'elles soient plus importantes, mais c'est plutôt qu'elles viennent chronologiquement d'abord, et non pas que les autres sont mises de côté, mais que même si l'équipe a même aujourd'hui été renforcée d'une personne qui va y contribuer, on est obligé de faire point par point. Première action, mettre en place la participation des usagers aux évaluations en vue de l'autorisation d'accès précoce aux médicaments. Voilà sans doute du jargon pour beaucoup de monde, ce d'autant que c'est nouveau depuis juillet. Ça va vous être présenté dans un instant. La HAS s'est vue attribuer le rôle d'examiner des demandes d'autorisation d'accès précoce, c'est-à-dire de façon temporaire et exceptionnelle avant l'entrée sur un circuit classique de certains produits de santé. La deuxième action qui a été décidée, c'est l'action de formation. Vous avez vu que la demande était forte, elle a été identifiée et soulignée. La troisième action porte sur le questionnaire standardisé que j'ai évoqué il y a un instant. La quatrième, c'est renforcer le retour d'information. Ça a été évoqué juste avant. Alors, j'ai bien conscience qu'il y a un an, lors de l'atelier, je vous avais dit on va mettre en place des ateliers thématiques participatifs. C'est toujours le cas. Vous voyez qu'il y a eu, pour bien faire, j'allais dire, un petit peu de délai, si bien que c'est gravé institutionnellement aujourd'hui par cette feuille de route, et toutes les propositions de collaboration sont bien enregistrées. Je la réitère ici parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas là. Manifestez-vous, donnez vos mails, et nous allons évidemment travailler en étroite collaboration avec vous pour la mise en œuvre de ces différents points de la feuille de route. Pardonnez-moi. Voilà, écoutez, je crois que c'est la dernière diapositive, il n'y en a pas après. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis je suis à votre disposition pour toutes les questions. Merci Christian. Merci beaucoup Marc pour cette présentation. Moi, je vous invite à poser des questions dans le chat. On va prendre une nouvelle intervention, mais pendant cette intervention-là, n'hésitez pas à poser des questions. On a parfois l'impression que, je dirais, l'ingénierie des avis sur le médicament et sur les dispositifs médicaux est complexe. C'est vrai, mais ça s'explique, ça se comprend. Il faut y faire un peu attention, mais on sera attentif, en tout cas, nous ici, dans cette conférence, à vous donner les éléments s'il y a des choses qui justifient des questions encore de votre part. On va enchaîner avec une présentation de Sophie Kelly, qui est la chef du service de l'évaluation du médicament de la HAS, et puis de Jacqueline Haddad, qui est à la direction Europe et Innovation de la NSM. Jacqueline est une de nos voisines dans le bâtiment un peu plus loin, à Saint-Denis. Et elle est là avec Sophie Kelly parce que c'est une compétence un peu partagée entre la NSM et la HAS sur l'accès précoce. C'est une nouvelle donnée réglementaire qui vient remplacer les anciennes formules de l'ATU et des RTU. Là aussi, c'est des sujets un petit peu techniques parfois, mais il en va de la vie des usagers et des usagères du système de santé, comme pourront en témoigner Catherine Simonin ou bien d'autres personnes qui ont participé, et notamment aux auditions récentes sur des médicaments du cancer triple A négatif ou des personnes qui ont du mal à remonter l'immunité face au Covid-19. Je vous cède la parole, Jacqueline et Sophie. Je ne sais pas laquelle des deux a prévu de commencer en premier, ou si vous avez organisé un numéro de claquette particulièrement au point. Bonjour à tous. Sur la première slide, ce sera Jacqueline. D'accord. Bonjour à tous. Je vais vous introduire la réforme. Donc, l'accès dérogatoire, c'est un dispositif qui existe depuis plus de 20 ans et elle permet à des patients qui sont en situation d'impasse thérapeutique
de pouvoir bénéficier d'un médicament qui n'est pas autorisé. Donc, pourquoi une réforme? La réforme, elle avait comme objectif de simplifier des procédures, puisqu'au fil du temps, ce sont des procédures qui se sont ajoutées les unes aux autres, hein, qui se sont complexifiées. Et il y avait quand même une nécessité de rendre un petit peu plus lisible ce dispositif. Il permettait aussi, cette réforme, elle permettait d'avoir un accès plus rapide au traitement pour les patients. Donc, elle a vu le jour le 1er juillet 2021 et maintenant existe 2 régimes d'autorisation en lieu et place des 6 existants. Sur ce dispositif, il y a aujourd'hui l'accès compassionnel et l'accès précoce. Donc moi, je vais vous parler de l'accès compassionnel qui relève exclusivement de l'ANSM et qui concerne des médicaments qui ne sont pas destinés à être commercialisés, qui n'iront pas à l'autorisation de mise sur le marché et pour lesquels il n'y a pas de développement. Cet accès compassionnel va comprendre le cadre de prescription compassionnelle et l'autorisation d'accès compassionnel qui vont remplacer respectivement les recommandations temporaires d'utilisation et les autorisations temporaires d'utilisation nominative. Sophie, si tu veux continuer. Tout à fait. Alors, l'autre versant, le deuxième dispositif dérogatoire, c'est l'accès précoce. Donc, pour ce dispositif-là, il y a une très bonne articulation avec l'ANSM dès lors qu'on se situe en pré-AMM. Donc, l'accès précoce, c'est quoi? En fait, c'est ce qui correspond aux ATU de cohorte, aux ATU extension d'indication, aux post-ATU et aux PECT. En fait, il s'agit pour des médicaments destinés à être commercialisés dans une indication donnée, pour des médicaments présumés innovants et qui ont des données cliniques disponibles ou qui sont en cours de recueil. C'est un dispositif qui permet, sur demande du laboratoire, de donner accès aux patients si l'ensemble des critères sont remplis. Donc, on verra tout à l'heure les critères, mais en gros, en pré-AMM, l'ANSM donne un avis sur la présomption de BR. Cet avis est conforme et la HAS se charge de 4 autres critères. Et à la fin de l'évaluation, il y a une décision de la HAS qui donne ou non accès aux médicaments, un accès précoce et à la date de la décision, c'est un effet immédiat. Le patient peut avoir accès au produit. Le laboratoire a 2 mois pour mettre à disposition le produit au niveau des patients. Alors, sur l'accès précoce, donc on fait un premier focus là-dessus. Donc, je vous parlais des critères d'évaluation, donc 5 critères en pré-AMM. En post-AMM, on considère que l'AMM, en fait, équivaut à l'avis conforme à ANSM. Donc, lorsqu'on est en pré-AMM, donc on a un avis de la ANSM sur la présomption d'efficacité et sécurité présumée au vu des résultats des essais cliniques. Et ensuite, de façon parallèle, la HAS évalue 4 autres critères, donc la maladie grave, rare ou invalidante, c'est des critères cumulatifs, la mise en œuvre du traitement qui ne peut être différé, l'absence de traitement approprié et un nouveau critère par rapport au dispositif des ATU qui préexistait, c'est le caractère de la présomption d'innovation, notamment au regard d'un éventuel comparateur cliniquement pertinent. Donc voilà, ces 5 critères vont être évalués en pré-AMM et comme je le disais, en post-AMM, c'est uniquement la HAS qui va évaluer les 4 autres critères. Donc là, je repasse la parole à Jacqueline qui va vous présenter l'évaluation de la balance bénéfice-risque. Oui, sur l'aspect autorisation précoce pré-AMM, l'agence, l'ANSM, rend un avis sur la présomption de BR. Si elle est positive, l'ANSM rend un avis. Cet avis va être assorti du RCP notice et étiquetage ainsi que du projet de PUTRD. Voilà. Donc, je ne présente pas les critères qui existaient déjà. Je voulais juste faire un petit focus sur le caractère présomption d'innovation pour vous indiquer que la HAS, et c'est ce qui est écrit dans la doctrine HAS, adaptera vraiment ses exigences au stade de développement d'un produit. La HAS n'évaluera pas de la même façon un dossier qui arrive en post-AMM, sur lequel là, on va vouloir des résultats d'études pivot, de supériorité qui ont permis l'obtention de l'AMM ou des résultats si
l'étude de supériorité n'était pas possible, des résultats d'une étude non comparative jugés acceptables par la CT. Typiquement, pour le dossier Trodelvy qu'on a vu, on avait déjà des résultats très avancés, très aboutis. Par ailleurs, quand on est très en amont de l'AMM, c'est le cas notamment d'un premier dossier que la HAS a vu, Ronapreve en prophylaxie pré-exposition. Là, on avait des résultats très préliminaires. On l'a accepté parce qu'on était très en amont de l'AMM et qu'il y a le fameux PUTRD, le recueil de données qui permet d'accroître les connaissances en ayant un recueil de données sur différentes variables qui nous permettront derrière de pouvoir réévaluer le produit dans un délai plus ou moins rapproché. Donc, c'est vraiment pour, la HAS adapte complètement son prisme de vue en fonction de là où, du moment en tout cas, où le dossier est soumis. Par rapport à la place des associations d'usagers en vue de l'accès précoce, il y a une place à 2 moments. Donc, au moment de l'évaluation, les associations ou groupes de patients et d'usagers sont informés déjà des demandes d'autorisation d'accès précoce sur le site de la HAS, puisqu'il y a automatiquement, de façon systématique, un appel à contribution écrite. L'objectif, c'est vraiment de transmettre vos avis sur le traitement évalué, en s'appuyant notamment de vos savoirs d'expérience relative à la maladie, à ses traitements, à vos parcours de soins, sur les critères aussi que vous jugez pertinents pour évaluer les effets du traitement, notamment donc dans le cadre du PUTRD. La NSM et la HAS peuvent inviter des associations et des usagers du système de soins de santé à être entendus au cours de l'instruction du dossier. Donc, il y a 2 possibilités, c'est soit audition, soit contribution écrite. Et à cette occasion-là, donc, les associations sont invitées à venir discuter devant la CT de votre vécu, de ce que vous pensez de ce produit, et vous faites vraiment partie intégrante donc de l'évaluation du produit. Alors au-delà sur cet aspect et dans l'exemple de Trodelvy, l'implication des patients s'est faite même en amont de l'accès précoce au niveau de la NSM, puisqu'il y a eu des échanges assez réguliers, justement, dans le cadre de l'accès à ce médicament. Et il y a eu vraiment un dialogue et des échanges avec les associations comme les Triplettes ou comme Rosop, mais je crois qu'il en sera, ça sera mentionné un petit peu plus tard. Mais oui, effectivement, ça peut se faire bien en amont de l'accès précoce, comme ça a été le cas pour Trodelvy, mais dans le cadre aussi d'autres thématiques et d'autres médicaments. Voilà, donc il y a 2 possibilités au niveau de vos contributions et auditions. Il y a donc donner des avis sur l'accès du produit et aussi sur éventuellement le PUTRD. Et ça, c'est sous réserve que c'est le PUTRD proposé par l'industriel. Donc il y a un engagement de confidentialité qui doit être signé avant la transmission de ce PUTRD. Donc ça, c'est au moment de l'évaluation. Et ensuite, pendant l'utilisation du médicament en accès précoce, une des grandes nouveautés, c'est vraiment un recueil de données au cours du temps. Et dans ce recueil-là, les patients vraiment sont en première ligne aussi pour participer à la collecte de données en répondant notamment aux PROMS, donc les Patients Reported Outcome Measures. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des critères d'efficacité. Il y a maximum 3 variables d'efficacité qui vont être recueillies au niveau de ces PUTRD et l'une des variables, quelque chose en tout cas que la HAS espère promouvoir, c'est vraiment l'utilisation de ces prompts. Et donc, ces données permettront à l'issue de cet accès précoce d'analyser la qualité de vie ou toute autre mesure pertinente pour les patients. Donc, ça peut être la facilité d'usage, la simplification du parcours de soins, les effets indésirables. Et donc, via cette collecte de données, vous participez en quelque sorte à la validation ou non de ce pari qu'a fait la HAS et la NSM en octroyant l'accès précoce à ce produit dans l'indication donnée. Donc voilà pour l'accès précoce. Je vais laisser ensuite la main à Jacqueline pour vous parler de l'accès compassionnel.
Oui, un bref rappel, puisque l'accès dérogatoire va concerner l'accès précoce, mais ça concerne aussi un accès compassionnel. L'accès compassionnel qui remplace les deux dispositifs précédemment mis en place, qui sont les RTE et les ATU nominatives. Donc, le cadre va rester dans les grandes largeurs les mêmes que pour les ATU et les RTE. Dans le cadre des ATU nominatives, il y a un changement de nom puisque ça devient des autorisations d'accès compassionnel. Ça concerne toujours des patients nominatifs. C'est à l'initiative des prescripteurs et c'est une délivrance maximum 1 an renouvelable. Donc, ça reste dans le même cadre. La procédure de demande se fait de la même manière que pour les ATU nominatives initialement, c'est-à-dire via l'application e-Saturne. Concernant le cadre de prescription compassionnelle, c'est un petit peu différent puisque l'objectif est de sécuriser une pratique non conforme à l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité et que ces médicaments n'ont pas comme objectif de déposer une demande d'autorisation dans l'indication concernée. Ça se fait sur signalement de certaines de la NSM, autosaisine par la NSM ou via les ministères ou autres parties prenantes. C'est une délivrance, ce cadre va être établi pour 3 ans et il sera ou non associé à un suivi de patients dans le cadre d'un PUT. Il pourrait y avoir des dérogations s'il y a un recul suffisant. Et la nouveauté également, c'est que ces CPC vont être pris en charge automatiquement. Voilà. Ce que je tenais à souligner, c'est que dans ce cadre d'accès compassionnel, et comme il a été aussi rappelé en début de présentation, c'est l'implication des associations de patients qui est essentielle. Et au niveau de la NSM, elle ne va pas se faire uniquement au sein des comités scientifiques permanents où siègent les représentants, mais elle est élargie et elle est de plus en plus élargie. Ça peut être dans le cadre d'auditions et elle se fera aussi dans le cadre des accès compassionnels. Et c'est quelque chose qui est indispensable. C'est vraiment de permettre d'avoir des échanges, une communication et un retour d'expérience de la part des patients. Voilà, merci. Merci Jacqueline. Avant de passer la parole à Catherine Simonin, je voulais peut-être apporter quelques réponses. Robert Livret a demandé ce qu'on dit vaut aussi pour les dispositifs. Oui, enfin, on parle en général dans la feuille de route HTA à la fois de médicaments, de dispositifs et d'actes techniques. Donc, cette feuille de route, ça vaut pour l'ensemble. Marie Geoffroy a demandé pourquoi on utilise le terme compassionnel. C'est parce qu'on est devant des personnes qui sont en échec thérapeutique et que ce médicament qui n'est pas totalement validé pourrait leur être utile, leur apporter soit du confort, soit une espérance de vie un peu plus longue. Donc, c'est pour ça qu'on parle de compassionnel. Et puis, j'ai vu qu'on a demandé aussi, qu'on a posé des questions sur pourquoi on ne fait pas appel plutôt à des patients experts, à des patients ressources, plutôt qu'à des associations. Ça, c'est un débat qui est très, très fort, très vif aujourd'hui, mais il y a des procédures, notamment celles qui sont prévues par l'Union européenne, où on fait appel à des patients ressources comme témoins dans un certain nombre de sujets. Donc, on trouve à la fois les deux. Je vois aussi une question de Catherine Cerizet, savoir s'il y a des aides pour apporter des éléments évalués par les patients eux-mêmes. Ce n'est pas le rôle de la HAS. La HAS prévoit un cadre pour entendre ces données de l'expérience patient. Elle prévoit aussi des documents, parce qu'on a publié récemment des choses sur les PROMS et sur les PREMS. Ce sont des programmes qui permettent de mesurer l'expérience et les résultats pour les patients. Alors, ce sont des aides techniques, intellectuelles, mais pas financières. C'est effectivement un des sujets importants, mais dont il faut peut-être probablement parler avec le Health Data Hub, puisque c'est l'endroit où sont entreposés
une quantité importante de données de santé et il y a des appels à projets du Health Data Hub sur ces sujets-là qui permettront aux associations de se familiariser à la fois avec ces outils et d'apporter devant la HAS plus tard, à l'aide de ces outils et de ces données, des réponses qui peuvent être mises en place. Et d'ailleurs, une des dernières questions à laquelle je veux répondre avant de passer la parole à Catherine Simonin, c'est celle du poids des évaluations patients dans les choix qui sont faits, notamment par la commission de transparence. Et j'en profite pour lui céder la parole sur la présentation qu'elle doit nous faire, parce que Catherine a un rôle important au sein de la commission de la transparence. Alors, c'est vrai, je vais me faire reprocher par Robert Ivray d'avoir mis trop l'accent sur le médicament et pas assez sur le dispositif, mais il faut que vous vous disiez que c'est la même chose du côté du dispositif. Catherine, je te cède la parole pour les éléments que tu pouvais nous rapporter à partir de ton expérience de représentant des usagers à la commission de transparence. Et on dit bien de représentant des usagers parce que le texte relatif à la commission de transparence prévoit que ce soit un représentant associatif. Catherine, je te laisse la parole. Oui, merci Christian. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais me présenter d'abord. Donc, je suis Catherine Simonin. Donc, j'ai une expérience patient assez solide puisque j'ai passé plus de la moitié de ma vie dans les hôpitaux de France et de Navarre, y compris à l'étranger. Donc, je tenais à mener cette précision parce que certaines données aujourd'hui n'étaient pas totalement exactes. Donc, après, effectivement, quand on est à la commission de transparence, je vais plus axer ma contribution sur l'accès précoce parce qu'on a été vraiment impliqué par la HAS sur tout le déroulé de l'évaluation de l'accès précoce. Tout d'abord, dans la définition de la doctrine et savoir de quoi on allait parler. Il y avait ces 4 questions qui étaient données pour évaluer un médicament, mais derrière des mots, qu'est-ce qu'on y met ? Et là, tout a été l'enjeu de participer à un séminaire avec des groupes de travail, justement pour définir 2 axes essentiels, à notre avis de représentants des usagers et d'usagers du système de santé, notamment dans la définition du traitement approprié, car s'il existe un traitement approprié, l'accès précoce est refusé. Donc, on a bien défini que ce traitement approprié devait être remboursé, accessible, et tout l'enjeu a été de définir si ce médicament, notamment en oncologie, faisait partie ou non de la liste en sus. Parce qu'effectivement, un accès précoce, ça peut être très bien, comme c'est quand même, ça présente un risque, étant donné que ce médicament n'est pas évalué. Alors que s'il existe des traitements appropriés déjà évalués, évidemment, il vaut mieux donner un traitement évalué qu'un traitement qui présente un certain risque. Parce qu'on met beaucoup d'espoir dans l'innovation, mais toute innovation n'est pas forcément un progrès pour les patients. Donc ensuite, c'est le PUTRD. Alors, j'ai vu dans le chat des questions sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est le PUTRD? C'est une obligation de l'industriel de recueillir des données de vie réelles que vive le patient au quotidien avec le médicament. C'est aussi ce qui fait partie et l'objet des contributions associatives des patients donc, qui ont l'expérience du médicament. Alors, nous, à la commission de transparence, que ce soit pour l'accès précoce ou pas pour l'accès précoce, pour un médicament normal, s'il y a une contribution de patients, d'associations de patients, on les porte et on essaie en fait de cibler cette contribution sur ce qui va éclairer les experts, parce qu'évidemment dans les contributions il y a des éléments qui sont scientifiques, épidémiologiques, mais ces éléments-là sont déjà portés à la connaissance des experts de l'ACT par le service d'évaluation des médicaments, les experts internes de la commission de transparence et les experts externes qui éclairent les experts sur les résultats des essais cliniques, est-ce qu'au niveau méthodologique, ils sont correctement designés ou pas? Est-ce que les résultats sont probants? Est-ce que vraiment ce nouveau médicament est au bénéfice des patients? À partir de là, qu'est-ce qu'on demande à des associations de patients? C'est de porter cette expérience patient qui est vraiment très importante, d'abord dans le vécu de la maladie que l'on étudie, et c'est important d'éclairer les experts sur la vie des patients quand ils vivent la maladie au quotidien et l'impact sur leur vie professionnelle, familiale, sociale,
et également l'impact sur leur vie avec d'autres traitements, voir quels sont les effets secondaires. Et après, l'expérience avec le médicament. Ça, ce sont les contributions que l'on fait habituellement. Et on essaie de porter en avant justement ce qui va éclairer les experts sur des éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance des experts. Ensuite, pour l'accès précoce, il va y avoir un éclairage des experts sur le plus qu'amène cette innovation, et notamment avec les ATU ou les attentes des patients par rapport à ce nouveau médicament, et on va éclairer le clinicien sur la qualité de vie. Alors, certains essais, il y a de la qualité de vie qui est portée, mais les échelles sont standardisées et elles ne correspondent pas à l'amélioration de la qualité de vie sur certaines maladies qui pourraient être mises en valeur sur l'évaluation du médicament. C'est tout l'enjeu de l'expérience patient et des fameux PROM, c'est-à-dire des indicateurs qui vont être posés et de l'expérience patient qui est apportée. Deuxième contribution, ce PUTRD qui est maintenant obligatoire dans le cadre de l'accès précoce, c'est-à-dire la vie réelle du patient avec le médicament pendant cet accès précoce, va faire remonter des données, notamment des effets secondaires, de la tolérance. Est-ce qu'avec l'ancien médicament, les effets secondaires étaient plus importants, moins importants avec ce médicament? Et bien évidemment, on recherche également des données sur les mois de vie en plus que ce médicament va donner et les avantages à le prescrire. Si, évidemment, on se rend compte que sur ces données en vie réelle, eh bien, on a plus de décès beaucoup plus rapidement que sur le traitement standard, eh bien évidemment, il y aura un service médical rendu qui sera donné insuffisant après l'accès précoce. Et tout l'enjeu, c'est le devenir des bons répondants. Et ça, on y est très attaché en tant que patient, c'est-à-dire que les bons répondants, il y en a tout le temps, mais on essaie de porter justement l'expérience patient pour que ces bons répondants aient accès après aux médicaments une fois que le SMR peut être, hélas, insuffisant. Mais s'il est classé insuffisant, c'est que ce n'était pas une innovation qui était valable pour les patients. Et ensuite, il y a les auditions. Alors, je vois Ivani Caillé qui nous a rejoint. Elle a participé pour Renalou à une audition à laquelle j'ai participé. Et là, c'est un temps très contraint. Alors, le retour d'expérience que je peux faire ici et aujourd'hui, c'est de dire que ce que l'on fait, nous, quand on présente les contributions, on essaie d'enlever tout ce qui a déjà été dit est redondant pour les experts, parce que le temps est contraint. Et là, dans l'audition, ce que je peux dire, c'est que toutes les diapositives qui ont été présentées sur l'épidémiologie ou les données scientifiques, toutes ces données avaient déjà été entendues par les experts de la commission de transparence. Et si on veut vraiment être efficace quand on fait une audition ou qu'on présente une contribution associative, eh bien, c'est de porter à la connaissance de l'ACT justement ce que vivent les patients, les attentes. Et pour le Ronapreve, c'était très intéressant de dire qu'effectivement, le Ronapreve, c'est un médicament de prophylaxie pour les personnes qui ne répondent pas après la 3e dose de vaccin par rapport à la Covid. Il était très intéressant de dire que ces patients ne peuvent plus vivre leur vie sociale ni leur vie professionnelle, qu'ils ont peur à chaque instant d'attraper la Covid parce que pour eux, c'est très, très grave. Donc, on répond aux 4 questions. Maladie grave, rare, invalidante, oui. Absence de traitement approprié, eh bien oui. Ensuite, mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée, oui. Et présumé innovant, notamment au regard d'un éventuel comparateur, oui. Voilà ce qu'on fait dans l'accès précoce. On répond à 4 questions et s'il y a 4 oui et que la NSM a validé le bénéfice supérieur au risque avec cette innovation très précoce avant l'AMM, eh bien, automatiquement, l'accès précoce est validé. Donc, je reste à votre disposition pour vraiment répondre à vos questions. Et je tiens à rajouter, si tu me permets, Christian, de dire qu'on a un droit de vote à l'ACT, que nous sommes 2 votants à l'ACT et que notre vote est l'égal d'un vote d'un expert qui fait partie de la commission de transparence et parfois, à une voix, le vote bascule. Donc, c'est très important en cas de doute d'être là et de porter la voix des patients, ce que je fais en tant que patiente et usagère assidue du système de santé. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Catherine. C'est mieux quand c'est toi qui expliques les choses que quand c'est moi qui le dis. Je vais tout de suite passer la parole à Ivani parce qu'elle va présenter son expérience d'audition devant la commission avec un point de vue un petit peu parallèle, complémentaire de celui de Catherine. Ivani, tu nous as rejoint justement sur ce médicament, le Ronapreve. On devait avoir un témoignage des triplettes, qui est un groupe de patientes concernées par le cancer triple-A négatif. Puis finalement, ce n'est pas possible, mais il nous reste le témoignage d'Ivani et de Rénalou sur ce Ronapreve. Je te cède la parole, Ivani, y compris sur ce qu'il y avait de bien et ce qu'il y avait de moins bien. Bonjour à tous. Merci de nous demander ce retour d'expérience sur cet accès précoce. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis la fondatrice de l'association Rénalou. Et en ce moment, je suis aussi partie du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale avec Alain Fischer. Et donc, on est impliqué dans ce dossier du Ronapreve parce que les patients qu'on représente, en particulier les patients greffés du rein, mais aussi dans une certaine mesure les patients dialysés, sont des immunodéprimés sévères. Et donc, on s'est impliqué durant toute la crise parce que ces personnes sont particulièrement vulnérables au Covid, avec des taux de mortalité qui sont très élevés, qui sont de l'ordre de 15 à 20% en cas de contamination. Donc, toute la stratégie vaccinale a eu une importance vraiment très forte. Pour nous, on s'est mobilisé pour qu'il soit prioritaire dès le début de la campagne, ce qui a été fait dès janvier. On s'est rendu compte, avec quelques publications dès le mois de mars, qu'il y avait un problème d'efficacité, que cette vaccination marchait moins bien pour eux. Et ça a donné lieu à la recommandation d'une 3e dose pour ces patients. On a été le premier pays au monde à permettre cette 3e dose pour les immunodéprimés sévères. Et puis malheureusement, la 3e dose, elle n'est pas non plus suffisante pour tout le monde. Donc pour certains, il y a eu une 4e dose qui a été recommandée. Et pour d'autres, en particulier ceux qui n'ont pas d'anticorps après 3 doses, on se trouvait dans une impasse thérapeutique avec aucune solution à leur proposer. Et comme le rappelait Catherine, vraiment des conséquences très graves sur le quotidien. On parle de personnes qui peuvent avoir des enfants non vaccinés encore aujourd'hui, donc qui craignent chaque soir que leurs enfants ramènent le Covid de l'école. On parle de personnes qui sont en chômage partiel ou en télétravail total depuis maintenant plus de 18 mois, qui subissent des pressions de leurs employeurs, qui subissent des difficultés psychologiques liées à l'éloignement de l'emploi. Enfin voilà, vraiment des répercussions de ce très haut risque et de cette non-protection par la vaccination dans tous les domaines de la vie. Il faut vous imaginer les premiers jours du premier confinement, c'est comme si pour nous, il continuait en fait. On est dans la même situation, dans la même nécessité d'isolement que durant le premier confinement. Et donc, les anticorps monoclonaux, on suivait ça de très près. On a d'ailleurs interpellé le président de la République en juillet pour demander cet accès précoce le plus rapidement possible. Et on a été effectivement auditionné par la commission de la transparence et dès le lendemain par le collège de la HAS sur ce sujet. Et il se trouve que Rénalou mène régulièrement des enquêtes auprès des patients. Et on avait une enquête là en toute fin de recueil, c'est des recueils qui durent à peu près 3 semaines, pour laquelle on avait déjà un peu plus de 2000 répondants à l'époque, mais qui nous a permis de donner un certain nombre de données quantitatives, au-delà du qualitatif. Nous, on était capable de dire ce que ça représentait pour les patients, mais cette enquête, elle nous montre notamment qu'il y a près de 8 patients sur 10 qui déclarent être en isolement complet, c'est-à-dire maintenir les mêmes règles que depuis mars 2020. Et ça montre bien toute la lourdeur de la situation pour eux. On a aussi pu mettre en avant un certain nombre de difficultés en termes d'information des patients sur ces risques pour eux, sur la nature du risque. Et puis, ça a plutôt bien fonctionné puisque l'autorisation d'accès précoce a été donnée au Ronapreve avec une petite nuance sur le fait qu'il a été réservé au moins dans un premier temps aux personnes qui n'avaient pas du tout d'anticorps après un schéma complet vaccinal, alors qu'on aurait espéré que ça puisse aussi s'appliquer aux personnes qui ont des taux faibles d'anticorps et qui sont soumis aux mêmes contraintes et aux mêmes risques. Mais voilà, les choses se sont plutôt bien passées. On était très satisfait de la rapidité avec laquelle la HAS s'est prononcée. Ça s'est fait en une dizaine de jours. La décision a été publiée début août. Mais malheureusement,
Christian, tu connais cette difficulté. On se disait à l'époque que le combat était largement gagné puisque les autorisations étaient données, que le produit était accessible. En plus, il y a des stocks d'État qui existent en France, donc le produit est disponible gratuitement pour les hôpitaux. Et malheureusement, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire que là, on est à 2 mois d'autorisation d'accès précoce. En théorie, il y a un peu moins de 60 000 personnes qui correspondent à ces indications définies par la Haute Autorité de Santé. Et à ce jour, il y a seulement environ 1300 patients qui ont pu bénéficier de cette prophylaxie. Dans quelques hôpitaux en France, il y a, pour les greffés rénaux, il y a une quinzaine d'hôpitaux qui administrent le Ronapreve et les autres ne l'administrent pas ou alors vraiment au compte-gouttes. Les patients le réclament évidemment, demandent à leurs équipes de greffe d'être protégées parce que les personnes sont bien conscientes du risque qu'elles encourent et de ce que ça représente pour elles et se heurtent à des refus voilà, qu'on peut assimiler à des refus de soins, simplement parce que, on essaie de comprendre l'origine des difficultés. Il semble que simplement une partie des établissements ait décidé que c'était pas prioritaire et que ces patients peuvent continuer à s'auto-isoler en fait, que voilà, le traitement n'est pas nécessaire, au contraire de ce qu'a décidé la HAS avec cet accès précoce. Voilà, là on se heurte à des freins hospitaliers qui ne souhaitent pas mettre en œuvre les quelques moyens logistiques qui sont nécessaires pour administrer ce traitement. C'est des injections à faire 1 fois par mois à un peu moins de 60 000 patients en France, donc on vient quand même de vacciner 50 millions de Français en quelques mois, c'est pas la mer à boire, mais pour autant, ce n'est pas simple et on assiste vraiment d'une part à des inégalités de traitement très fortes et puis aussi à des pertes de chance considérables. Et on sait que parmi ces patients qui se voient refuser le Ronapreve, certains ont déjà été ou vont être contaminés, vont avoir des séquelles ou vont en décéder. Et la question vraiment de la responsabilité va se poser. Pour nous, on est très très préoccupés par ce qui se passe actuellement. Il y a eu un gros article dans Le Monde il y a quelques jours. Voilà, donc l'accès précoce, c'est très bien, mais c'est pas la fin du chemin. C'était un peu le message que je souhaitais délivrer aujourd'hui. Merci beaucoup, Ivani. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens sur ce forum d'échange qui savent que les combats des patients, c'est toujours des combats qu'il faut reprendre. Et quand on a gagné une étape, c'est pas toujours la suivante qui est gagnée. Tout ça est très long, très compliqué. Et la combativité associative est toujours un fait important, comme Catherine Simonin le sait. Catherine, on me dit qu'il faut que tu coches la petite cloche parce qu'on entend les notifications sur ton compte. Et donc, pour ceux qui ont un accès aux vidéos, là, n'oubliez pas d'enlever de cocher la petite cloche qui est en bas de l'écran à droite, pardon, sinon on entend tout votre vie privée. Je voulais poser une question à Sophie parce qu'elle était arrivée sur le chat. C'était à propos des liens entre ce qui se fait sur l'accès précoce en France et ce qui se fait au plan européen. Est-ce qu'il y a des liens institutionnels entre les différentes agences européennes, entre ces agences européennes et l'agence du médicament sur ces travaux? Alors sur l'accès précoce, non, mais voilà, là il y a on communiquera au niveau européen sur l'accès précoce qu'on mène en France. Mais actuellement, c'est vraiment un dispositif franco-français. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais remercier Jacqueline et Sophie de nous avoir rejoints, Catherine et Ivani. C'était important de regarder Christian, au mais fond… tout comme les ATU au départ, c'est-à-dire que ce dispositif dérogatoire, il était national. Oui, c'est vrai, on ne le dit pas suffisamment souvent, mais il se trouve que sur ces accès-là, la France a toujours été plutôt un pays modèle. Vous avez raison toutes les deux, Sophie et Jacqueline. Je remercie Catherine et Ivani. C'est important de comprendre quasiment au fil du temps comment ça s'organise pour l'HAS. Thomas l'a dit tout à l'heure, ça a été une bataille importante d'arriver à mettre tout ça en place pour le 1er juillet. On a sué un peu sang et eau pour y parvenir, mais on est parvenu, vous le voyez, à la fois aussi grâce à ce que la HAS a envie de faire, mais aussi grâce à ce que les patients, les usagers sont prêts à faire pour apporter des témoignages ou des données quantitatives dans des procédures comme celle-là. Merci à Marc pour sa présentation sur l'ensemble de la feuille de route, évaluation des médicaments et dispositifs et actes médicaux. C'est un beau paquet qu'on a rajouté dans notre cahier des charges. Et je vous propose maintenant de prendre
la session qui suit avec Olivier Lacernias, qui est un scientifique spécialiste notamment de bibliométrie et qui a beaucoup plaidé au début des travaux de la HAS. Enfin, il a beaucoup plaidé parce que je lui ai demandé son avis sur cette question de l'engagement et il m'a montré et il m'a fait comprendre combien cette question était peut-être peut-être un mot qui pouvait fédérer beaucoup de choses dans ce qu'on appelle l'empowerment, le pouvoir d'agir, la contribution, la participation, le partenariat. Je sais évidemment que dans chaque pays, il y a des lectures un petit peu différentes. Olivier est avec nous. Je ne vous le cache pas que le garçon est un scientifique et qu'il a prévu une présentation avec de nombreuses diapositives. On va l'écouter et j'espère qu'on arrivera à avoir un petit peu de temps pour quelques questions. Je ne vois pas Olivier à l'écran, mais peut-être qu'il va prendre ma place sur l'écran. Je ne sais pas ce qu'on me dit en régie de l'autre côté. Je vais arrêter de parler et peut-être c'est Olivier qui va se mettre sur l'écran. Mathilde, est-ce que j'ai quelque chose à faire du genre me mettre une mèche longue comme Olivier, les lunettes et acquérir une culture scientifique qui n'est pas la mienne? Bon, il a disparu. Ah, le voilà. Voilà la présentation d'Olivier. Donc, vous ne le verrez peut-être pas et vous verrez les diapos en revanche. Et je pense qu'il va causer. Olivier, peut-être qu'il faut que tu actives ton micro. Je vois que celui de la langue des signes est coupé. Ah, voilà Olivier, qui est au téléphone, probablement en train de réparer quelque chose. Ce sont les petits mystères du direct, comme on disait à Cognac-Jet quand j'étais jeune. Voilà, vous devez m'entendre là. Ça y est. Voilà, excusez-moi, mais il y a une transformation de dernière minute. Bon, parfait. On t'entend, voilà. Olivier. Il nous reste en gros 40 minutes et ça serait bien si on pouvait avoir quelques questions. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, absolument. Je vois bien ce que tu veux dire. Et donc, voilà, je mets l'arrière-plan qui était prévu en plus. Bon, on ne t'en voudra pas. Donc, effectivement, je vais essayer de répondre à la commande qui m'a été donnée par Christian et d'essayer de clarifier ce que peut apporter l'approche bibliométrique à la question de l'engagement des patients. Alors, dans la littérature internationale. Alors, en deux mots, ce qu'est l'approche bibliométrique, c'est le fait finalement de regarder combien de publications scientifiques traitent de tel ou tel sujet. Et le travail dont je parle a été effectué il y a quelques années avec toute une série de collègues, des doctorants, Sophie René, Emmanuel Jouette et quelques autres. Et on s'était posé à l'époque, et on se pose toujours aujourd'hui, la question d'essayer de regarder comment sont mobilisés les savoirs expérientiels des patients dans la recherche médicale et plus précisément comment la recherche médicale fait appel ou non à la réflexivité des patients. Aujourd'hui, on dirait évidemment plus personnes concernées. Et donc, nous avons effectué ce travail. Alors, il faut que j'arrive à passer les diapos. Je ne sais pas comment je les passe. Voilà, comme ça. Donc, on a effectué ce travail à l'époque avec un certain nombre de publications. Et donc, la question qui était posée, c'était de savoir finalement qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme référence à ces sujets-là dans la littérature internationale. Et donc, nous avons utilisé une base de données qui est la base de données de référence internationale, qui est la base PubMed. C'est une base de données dans laquelle il y a à peu près 30 à 40% de publications américaines, mais sinon, ça regroupe l'ensemble des publications de recherche en médecine, disons, puisque aujourd'hui, la plupart de ces publications sont référencées dans cette base. Pour donner une idée, il y a aujourd'hui près d'1 million de référencements dans PubMed par an. Je regardais là, il a été référencé 160 000 articles
sur la Covid, par exemple, très très récemment. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est d'essayer de chercher ce qu'il y avait sur la réflexivité des patients et des malades et des personnes concernées. En fait, on s'est rendu compte que le mot réflexivité était employé dans la base de données, surtout et principalement et quasi exclusivement pour parler de la réflexivité des professionnels et pas du tout de la réflexivité des personnes concernées elles-mêmes. Et donc, finalement, on s'est rabattu sur la question d'essayer de voir plutôt les publications qui portaient sur la participation, l'engagement, l'involvement, c'est-à-dire l'implication, et puis aussi l'empowerment. Et là, on s'est rendu compte que finalement, les mots qui étaient vraiment en train de progresser et qu'on voyait dans la littérature, c'est le mot d'engagement des patients, ce sont les petits triangles verts que vous voyez ici, qui étaient à l'époque en très forte progression, un peu moins en progression participation et implication, et puis ensuite d'autres mots comme par exemple empowerment, qui étaient eux moins en progression. Alors pour donner un ordre de grandeur, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais si on cherche le nombre d'articles qui possèdent l'un de ces mots dans les titres et dans les résumés, hein, à l'époque, en début 2018, fin 2017, on avait à peu près, disons, en gros 5000 articles qui citaient ces mots-là dans leurs titres ou dans les résumés. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que finalement, très peu d'articles citaient plusieurs mots. Et on en a tiré comme conclusion que finalement, il n'y avait pas beaucoup d'articles qui comparaient, de publications médicales qui comparaient la participation, l'engagement et l'implication. Et ça nous a conduit à nous dire que finalement, ce qui était vraiment à constater, c'était que les mots participation, involvement et engagement dans les revues scientifiques médicales, c'était des mots qui étaient considérés un peu comme synonymes et ils étaient employés par les équipes selon l'histoire propre de l'équipe. Alors, j'en profite pour faire une remarque, j'y reviendrai peut-être très rapidement. En fait, le mot engagement en anglais n'a pas exactement la même signification que l'engagement dans le langage courant en français, hein. L'engagement en anglais, c'est les fiançailles, c'est le rendez-vous, c'est un peu l'idée du déclenchement de l'activation. Donc, même si ces mots sont synonymes, ils ont quand même des connotations un peu particulières. Alors, ce qu'on a vu dans ces 5000 articles, en gros, c'est que il y avait finalement deux aspects. Il y avait des auteurs qui parlaient de ces trois concepts en même temps, donc de cette idée de la participation, de l'implication, de l'engagement, c'est la partie rouge, dans l'idée d'améliorer l'observance, alors en anglais observance ça se dit compliance ou adhérence, donc vraiment d'améliorer l'observance des malades avec l'idée que ça pouvait être lié avec l'empowerment. Et puis de l'autre côté, c'est la partie bleue, il y avait des auteurs qui s'intéressaient à la participation, à l'implication, à l'engagement, plutôt du côté de l'idée d'avoir une ergonomie contrôlée avec les patients, effectivement, donc l'idée d'avoir un retour usager et donc disons une logique de patient centré. Alors, en fait, comment on a déterminé ça? C'est en regardant les articles qui co-citaient l'un et l'autre de ces mots, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'effectivement, finalement, derrière chacun de ces mots, il y avait des objets qui dépendaient des années, et donc on pouvait parler d'une certaine évolution avec aujourd'hui plutôt en particulier, c'est ce que vous voyez à droite de l'image en haut, avec finalement maintenant des choses qui sont surtout des articles liés, on le voit apparaître, à la mobile health, la santé mobile ou la santé en ligne en quelque sorte, et puis les questions de participation des usagers dans la recherche, etc. Enfin, plus exactement, la façon de concevoir les politiques de santé en tenant compte des usagers. Voilà. Alors, en fait, ce qu'on a remarqué surtout, c'est que finalement, dans cette littérature, ce qu'on voyait principalement, c'était des articles qui parlaient des collaborations individuelles, c'est-à-dire ça parlait de la façon dont on avait associé des malades individuellement, certes
par exemple, au travers d'associations, mais finalement, on les associait à des protocoles qui étaient gérés individuellement par les médecins. Et donc, on a constaté que finalement, trois autres dimensions que nous, on connaît bien et qui sont le cœur de ce dont on parle dans ce webinaire, les coopérations collectives ou les collaborations collectives étaient très peu présentes. Et notamment, finalement, la représentation des usagers, ce qu'en américain on appelle, en anglais on appelle advocacy, finalement c'était assez peu présent dans les publications. La question de l'éducation, elle est très présente dans PubMed, mais elle n'est pas très présente liée à l'engagement des patients. Elle est très présente liée à l'engagement des patients grâce à l'éducation, mais pas au rôle de l'engagement des patients pour transformer l'éducation. Et puis enfin, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça non plus sur les coproductions de savoir à propos des problèmes de santé en association avec les malades eux-mêmes. Et donc, en fait, cette littérature, elle existe, hein, c'est ce qu'on a mis ici. À l'époque, on avait par exemple comparé avec le dossier de l'EHESP, donc l'École de santé publique en France, qui venait de sortir son dossier sur l'engagement des patients. Il y a plein d'articles qui sortent, mais on ne les voit pas dans PubMed. Et puis, pareil, il y a un journal américain qui s'appelle le Journal of Participatory Medicine, par exemple. Mais ce journal, à l'époque, maintenant il l'est, mais ce journal, à l'époque, n'était pas référencé dans PubMed, alors qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'articles qui sont référencés. Et donc, dans PubMed International, on voit surtout des coopérations individuelles ici. Et en ce qui concerne la démocratie sanitaire, la paire éducation, le TP, etc., ou la recherche, la co-recherche en quelque sorte, il y a très peu de choses présentes. Alors, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est ce que j'ai essayé de représenter sur ce petit schéma, c'est qu'en fait, ce qu'on trouve dans PubMed, c'est ce qui concerne finalement ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire des processus qui consistent à partir des savoirs académiques pour retrouver des savoirs académiques. Et de l'autre côté, on ne voit pas du tout finalement des processus qui nous intéressent beaucoup, qui sont les processus de sens commun, qui sont les processus par exemple du travail social, c'est-à-dire le fait de partir de l'expérience que nous avons pour développer des savoirs collectifs et retomber sur l'expérience des personnes pour la rendre accessible à tous. En fait, PubMed, il regarde cette partie gauche de l'écran, c'est-à-dire la transformation des savoirs académiques, et il ne regarde pas beaucoup le sens commun. Alors, si on va très vite, j'ai fait un petit schéma, il est un peu compliqué à regarder, mais on le transmettra et vous pourrez le regarder plus en détail. En fait, ce qu'on voit dans PubMed, c'est ce qui est sur la partie gauche, c'est-à-dire des coopérations individuelles, avec cette idée de l'ergonomie patient-centrée et puis l'idée d'une meilleure observance. En revanche, on ne voit pas tant que ça les coopérations collectives, alors qu'on devrait les voir, celles de plaidoyer, celles de coopération éducative, et puis on ne voit pas non plus la médecine participative. On la voit un peu du type de collecte de données, mais finalement pas tellement du type de forte association avec la réflexivité des malades. Alors j'ai refait les courbes aujourd'hui, là, ce matin même, et je remercie l'HAS de les avoir intégrées. Alors ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que finalement il y a un tassement. Vous voyez, la courbe du patient engagement, c'est la courbe rouge en haut, la rouge en haut, là. Et vous voyez que depuis 2018, on n'a finalement plus de progression. On voit aussi que la courbe verte, c'est-à-dire patient participation, et la courbe bleue, là, patiente implication, c'est aussi un peu stabilisé. Et pareil, finalement, les autres éléments comme l'empowerment, alors ça monte un peu, mais 2021, on a que des données partielles. Et en revanche, on voit que les articles consacrés à l'éducation des patients en général, mais pas spécialement liés à leur implication, les articles sur l'éducation des patients continuent à monter, quoi, en gros. Et en revanche, et c'est l'image suivante, ce qui monte vraiment, et c'est ce que vous voyez sur cette diapo, c'est la courbe bleue et rouge, là, intermédiaire, c'est la e-santé et la m-santé, la santé mobile et la santé en ligne. Alors là, on voit que c'est ça
qui foncent, qui vraiment ne cessent pas de monter. Le petit décrochement, là, c'est qu'on a des données sur une demi-année 2021. Mais sinon, ça continuerait évidemment très, très, très haut. Donc, la bibliométrie, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre que finalement, en fait, on a un phénomène qui est visible dans la littérature, mais ce phénomène, il n'est pas tellement décrit. Il y a de l'engagement qui évolue, qui intéresse les auteurs, mais il ne distingue pas finalement vraiment engagement, implication, participation. Le vocabulaire est à peu près mélangé. Finalement, aujourd'hui, on aimerait bien, si on voulait vraiment travailler, si on voulait vraiment observer cette contribution de la participation, de l'engagement, de l'implication des patients au niveau de la littérature internationale, en médecine, il faudrait vraiment qu'on clarifie le vocabulaire. En fait, on voit bien que dans la littérature, tous ces mots se mélangent. Et ce qui fait que les travaux qu'on effectue aujourd'hui, que ce soit les travaux par exemple sur les patients experts, que ce soit les travaux sur les médiateurs santé-pairs, que ce soit les travaux sur les patients intervenants en ETP, ou que ce soit encore les représentants des usagers, en réalité, ils ne sont pas assez clairement définis pour être visibles dans la littérature internationale. Ils dépendent d'abord des pays, et puis ensuite, ils correspondent à des termes un peu flous. Et donc, je terminerai là-dessus. En fait, ce qui se passe, sans doute, c'est que finalement, on a un handicap qui nous empêche de réellement rendre visible dans la littérature médicale les phénomènes qui nous intéressent, parce que les terminologies sont foisonnantes et fluctuantes en réalité. Et donc, on comprend bien pourquoi. C'est pas simplement en ce qui concerne l'implication ou l'engagement des usagers qu'on voit ce genre de phénomène. Dès qu'il y a des nouveautés qui apparaissent dans la littérature scientifique, elles ne sont pas visibles tout de suite en bibliométrie, parce qu'il y a plein d'enjeux à avoir des terminologies foisonnantes en quelque sorte. J'en ai mis quelques-unes là qu'on retrouve dans beaucoup de domaines. En général, on a des terminologies qui sont floues parce qu'on veut décrire spécifiquement des métiers, des dispositifs, des ingénieries qui sont dans des textes, mais qui sont avec des vocabulaires nouveaux. On a envie de faire apparaître des changements de posture. Par exemple, affirmer qu'on considère aujourd'hui qu'on doit considérer la réflexivité des patients. On veut se rattacher à une école, une épistémologie, une façon de voir. On veut aussi spécifier une expertise spécifique, ou alors on veut se rattacher à d'autres terminologies internationales, ce qui fait que quand des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouveaux éléments apparaissent, ils mettent une dizaine d'années à être visibles dans la littérature internationale parce qu'on est noyé dans un foisonnement de vocabulaire. Et donc, il y a un vrai enjeu à rendre ce vocabulaire cohérent. Et l'autre élément, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans PubMed, on voit ce qu'est la littérature médicale, c'est-à-dire qu'on voit comment la médecine et l'évidence-based médecine a du mal à s'emparer de toute cette terminologie. Évidemment, si on faisait de la bibliométrie dans le champ du travail social, alors là, ce serait différent parce qu'on verrait d'autres processus qui sont les processus de bonne pratique. Et alors là, la littérature serait évidemment beaucoup plus intéressante et beaucoup plus riche à étudier. Pour terminer juste sur une petite image, en fait, si on veut regarder, si on veut décrire ce qui se passe aujourd'hui, en fait, dans la littérature, si on mélange un peu tout ce qu'on observe, on voit qu'on commence à avoir beaucoup d'éléments qui sont des expérimentations, le mot a sauté dans la flèche là, des expérimentations scientifiques, des retours d'expérience, des descriptions de dispositifs. Ça, on commence à en voir pas mal dans la littérature, c'est la flèche verte. De l'autre côté, on voit des textes qui sont plutôt des prises de position philosophiques ou éthiques sur les enjeux de l'engagement, de la participation. Et ce qui est évidemment scientifiquement le plus intéressant, c'est ce qui est entre les deux. Et c'est de ça dont on est en attente, en fait. Ce qui commence à apparaître, c'est quelques méta-revues, mais très peu, sur ce qu'apporte l'engagement des patients. On commence à voir quelques manuels d'ingénierie qui se nourrissent des études de cas en vert. Et on commence à
entrevoir aussi quelques modélisations partageables des spécificités de l'engagement des patients. Et donc, cette cartographie-là, elle est très intéressante à utiliser. Simplement, il faudrait qu'on ait un vocabulaire stabilisé pour pouvoir étudier réellement la production. Et il faudrait aussi une base de données qui mélange à la fois les travaux en médecine et les travaux en médico-social, voire en travail social, voire en sociologie de la santé. Et évidemment, il faudrait avoir en quelque sorte, alors c'est un petit plaidoyer, Christian ne m'en voudra pas sans doute si je dis ça, ce qui serait très intéressant, c'est qu'on puisse avoir un observatoire de la production de littérature sur ces champs-là. On peut utiliser ce type de grille-là, et on pourrait avoir déjà un observatoire rien qu'au niveau français pour regarder si ces catégories intermédiaires-là, manuel d'ingénierie, méta-revue et modélisation partageable se développent, et à quel rythme elles se développent. Merci beaucoup, Olivier. Moi, j'avais une première question pour toi. Si on peut revenir à la diapositive 21, tu sais, celle où tu montres la montée en puissance de la M-santé et de la I-santé. Oui, voilà. Est-ce que dans ces deux courbes, là, la bleue et la rouge, on est capable de voir les phénomènes de I-santé ou de M-santé qui sont vraiment participatifs, vraiment de type engagement? Parce que si tu veux, moi, je suis à peu près, je pense, et les auditeurs, les internautes seront convaincus comme moi, qu'on voit pas mal de solutions de e-santé ou de M-santé où on vient demander aux patients, à la fin du processus, de donner leur point de vue, mais rarement au tout début, lors de la construction d'une solution électronique ou d'une solution mobile. Donc, c'était un peu ça ma question, de savoir si c'est possible d'avoir cette idée-là ou pas. Et puis, la deuxième question que j'avais, c'était pour rebondir sur ta dernière remarque. Au fond, mais à qui ça appartient d'être l'arbitre des élégances sur la définition de ce que c'est un patient expert, de ce que c'est des savoirs expérientiels? Est-ce que c'est à une autorité publique comme l'HS ou au fond, est-ce que c'est à la société civile avec ses organisations ou aux chercheurs de faire ce travail-là? Si tu peux répondre à ces deux questions-là, je serais ravi. Je vais en prendre d'autres qui apparaissent sur mon écran. Alors, sur la première question, moi c'est très simple, hein, dans PubMed, on a une interface, on peut faire j'étais en train de le faire là, en gros. Finalement, il y a très peu d'articles référencés dans PubMed qui utilisent mHealth et en même temps patient engagement. Il y en a beaucoup moins que je le pensais. En fait, je pensais qu'il y en aurait beaucoup. Et cela dit, ça prouverait pas que ça se passe dès la conception. Hein. Ça c'est clair aussi. Hein. Ouais, on sait, ça peut être en fin de processus. Voilà, en fait, on a un peu l'impression, mais on le voit bien sur les courbes. Là. Moi, ce qui m'a frappé, c'est pour ça que j'ai refait les courbes, c'est ce plateau qu'on voit depuis 2-3 ans. On voit le plateau sur engagement, et ça n'affecte pas du tout la croissance de mHealth et e-health. C'est très clair. Donc, l'intérêt de ces courbes, c'est de montrer que le phénomène, le fait que l'engagement ne bouge pas, c'est significatif que la mHealth ne sert pas tant que ça de l'engagement des patients. Quoi. Voilà. C'est pareil pour l'éducation. C'est pareil pour l'éducation. Et sur la charge, en quelque sorte, mentale, sur qui ça porte, de ton point de vue, le fait d'apporter des éclairages terminologiques? C'est à qui fait ce travail-là? Moi, je pense que évidemment, l'HAS, le travail que vous avez effectué sur le glossaire, c'est évidemment l'exemple de ce qu'il faut faire. Après, la difficulté, c'est qu'il faut que ça soit réellement mis dans les thésaurus, dans les termes. Alors, je prends un exemple. La médecine, jusqu'à encore ces dernières années, la médecine utilise un thésaurus, un index de mots-clés qui s'appelle le MESH, Medical Subjects Headings. Et dans le MESH, il y a tous les termes pour distinguer tous les problèmes de santé, tous les traitements, etc. Et il y a un seul mot accepté qui est patient participation, et il est considéré comme synonyme de engagement, involvement, etc. Et il n'y a même pas ni les mots prom. Prom, en fait, c'est le nom un terme de gynécologie pour la rupture des tissus avant l'accouchement, mais ça n'existe pas dans le MESH.
Et PREMS n'existe pas non plus. Donc, effectivement, avec les bibliothèques de santé et les bibliothèques de médecine, évidemment, il faudrait arriver à ce qu'on ait un thésaurus et un glossaire clair. Mais pour moi, l'exemple de ce que vous avez déjà fait avec le glossaire HAS est significatif. En fait, ce qu'il faut faire, c'est arriver à convaincre, pour répondre à la question, c'est arriver à convaincre qu'il faut avoir un vocabulaire relativement simple et relativement contrôlé. Finalement, il y a une terminologie réellement pour les coopérations réflexives, avec à l'intérieur ce qui vise à améliorer l'ergonomie, ce qui vise à améliorer l'observance, de l'autre côté, ce qui vise à améliorer la formation, ensuite l'advocacy, la représentation des usagers, ensuite la médecine participative. Ça, c'est pour le champ médical. Et c'est pas très simple, c'est pas très compliqué finalement d'associer à ça des termes comme effectivement patient intervenant en ETP, médiateur santé pair, patient co-chercheur. Il faut se mettre d'accord sur quelques termes là-dessus. Les choses sont pas très compliquées. Après, c'est ce que j'avais mis dans ma diapo, c'est-à-dire qu'il y a plein d'enjeux à se rattacher à certains termes. Par exemple, des termes du travail social. Dans le travail social, on peut parler de la maîtrise d'usage ou dans l'urbanisme, disons. Donc, il y a des gens qui veulent se rattacher à ça. Il y a d'autres gens qui veulent se rattacher à des terminologies de sciences de l'éducation ou d'autres. Et il faut qu'on arrive à, effectivement, sans doute à l'HAS, avec France Asso Santé, avec le HESP, et puis les réseaux de bibliothèques de médecine, à se mettre d'accord pour un mini thésaurus sur ces éléments-là. Mais c'est essentiel parce que l'observatoire de l'impact, il a besoin de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, les professionnels, les représentants des usagers, je pense que nous voyons tous, et les universitaires aussi, nous voyons tous des signaux qu'on appelle faibles, qui sont vraiment visibles, hein, qui montrent que quelque chose bouge. Mais si on veut le voir dans la littérature en général, il faut qu'on ait stabilisé du vocabulaire. Et je pense que c'est ces acteurs-là qui peuvent le faire. D'accord. Alors, je trouve des questions sur la ligne de discussion. D'abord, des questions de curiosité pour toi, Olivier, sur combien de temps ces travaux t'ont pris dans ta vie de chercheur, une question de curiosité pratique. Et puis, des questions plus générales sur est-ce qu'on a les mêmes hésitations terminologiques à l'étranger? Est-ce qu'au fond, le recours à l'anglais ou à d'autres langues apporte les mêmes résultats de brouillage ou pas? Et puis, est-ce que quand on utilise PubMed, on n'a pas de nombreuses publications, mais il y a des questions aussi sur le point de savoir quelles sont les autres bases de données qu'on pourrait utiliser, qui pourraient nous aider à comprendre ce phénomène émergent. Alors, il y a plein de questions en même temps. Donc, nous avons fait trois d'un coup. Alors, combien de temps? En fait, c'est pas très long. Hein. N'importe quel documentaliste qui a l'accès, les accès sont gratuits et libres. Hein. On peut créer un accès à PubMed, n'importe qui peut s'en créer un. Les bases de données sont consultables. Donc, c'est pas très long de récupérer les données. Il y a un peu de formation. C'est pour ça qu'il faut travailler sans doute avec des documentalistes. Mais je pense que les représentants des usagers aidés de documentalistes peuvent tout à fait aller fouiller. Après, effectivement, moi, notre point de départ, c'était de regarder est-ce qu'on voyait l'impact dans la médecine internationale. Donc, si on avait voulu le faire en France, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Et puis, si on voulait le faire en regardant le médico-social, c'est pas non plus du tout PubMed qu'il faut prendre. En France, il y a SysMef, il y a une base de données française qui est comparable à PubMed, donc on peut tout à fait utiliser. Donc ça c'est tout à fait possible. Effectivement, la difficulté, c'est en fait que l'essentiel de ce qu'on fait ne sont pas l'essentiel de ce qui est fait dans la représentation des usagers, dans l'engagement des patients, n'est pas vraiment visible dans la littérature universitaire. Donc, il faut trouver des bases de données qui, effectivement, donnent accès à la littérature, ce qu'on appelle la littérature grise. Les rapports, les documents non publiés, les mémoires d'étudiants, les mémoires des DU de patients et ETP ou des choses comme ça, et ça serait intéressant de pouvoir les interroger.
Donc effectivement, mais ça c'est de la responsabilité aussi peut-être des réseaux dont on a parlé, HAS, et haute école de santé publique, etc., aussi de co-constituer des bases complémentaires. Moi, je voulais apporter une petite réponse à une question qui est posée sur le chat où quelqu'un dit que, au fond, c'est un débat un peu surréaliste pour des représentants des usagers. Mais moi, je vais vous dire, je ne le crois pas vraiment parce que j'ai une expérience à la fois de service public et une expérience de militant. Et je sais que si on continue à mélanger un peu tous les mots, on va desservir notre cause parce que la puissance publique, elle aime bien que les choses soient claires, notamment quand elle veut les financer. Donc, je partage tout à fait les propos d'Olivier et les enjeux qu'il a soulevés sont des enjeux très, très importants. D'abord parce que des fois, il y a des gens qui s'autorisent un peu d'eux-mêmes, qui disent « moi, je suis patient expert ». On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir patient expert. Et puis, par ailleurs, quand on veut aller devant la puissance publique pour proposer un projet, financer un projet, ils ne finiront pas des choses qui sont incertaines. Ils ne seront que des choses assez compréhensibles. Si je peux me permettre, peut-être, pour essayer d'expliquer, enfin, moi, j'apporte ma réponse à la question posée. Hein. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que la bibliométrie, en quoi ça a apporté quelque chose sur l'engagement des patients? Pour moi, le point de départ, il était simple, avec donc des collègues, en gros, un groupe de personnes concernées qui étaient doctorantes et chercheurs elles-mêmes. La question, c'était, est-ce qu'on peut avoir un observatoire de l'impact de ce qui est fait sur l'engagement des patients dans la pratique médicale internationale? Voilà, c'est ça la question. Et ça, pour trouver des données, le moyen, c'est d'en passer par là. Je suis bien conscient que quand on est dans les pratiques de terrain, quand on est dans la question de développer, de faire connaître ces pratiques, etc., c'est pas PubMed qui est l'outil qui pose la question. En revanche, pour essayer d'avoir un observatoire de ce qui se fait au niveau des évolutions de la pratique médicale, on n'a pas tellement d'autres moyens. Les chiffres, là, c'est en valeur absolue. Hein. On a 1 pour 1000, voilà, il y a 1 pour 1000, c'est les unités, c'est ça, 1 pour 1000 ou 2 pour 1000 des articles qui sont dans PubMed qui parlent de ces questions-là, 006, 07, qui parlent d'engagement des patients. Ok, mais moi je pense que c'est vraiment très très important, notamment quand on est sur le terrain, dans une action, qu'on vient se présenter aux portes d'un établissement de santé et qu'on dit voilà, je voudrais faire du travail de patient expert et qu'au fond c'est plutôt de la pérédance. Voilà, c'est très très important pour se faire comprendre dans l'action quotidienne. Il y a à la fois la présentation d'Olivier qui permet de comprendre les enjeux au plan international et au plan sémantique et au plan de la mesure d'un phénomène qui est un phénomène nouveau. Et puis, il y a aussi les réalités de terrain sur lesquelles on s'appuie. Et le brouillage dans les appellations n'est pas forcément favorable au mouvement que beaucoup des personnes qui sont réunies aujourd'hui, et vous êtes encore 200 à cette heure-ci sur ce forum, ont essayé de lancer. Bon, je voulais quand même beaucoup remercier Olivier pour cette présentation universitaire. Ça fait aussi partie de la vie des personnes qui s'engagent. De se frotter à des savoirs. On demande aux universitaires de se frotter à nos savoirs d'expérience, mais nous aussi, il faut que nous apprenions à nous frotter aux savoirs scientifiques, et c'était aussi l'objet de cette deuxième rencontre. Je voulais vous remercier tous, vous redire que le replay de ce webinaire sera mis en ligne dans les jours qui viennent, que on va répondre probablement individuellement à un certain nombre de questions qui ont été posées. Que je vous annonce qu'on a un projet de webinaire avec France Asso Santé en partenariat avec la HAS sur le retour d'expérience des visites de certification dans les mois qui viennent. Je le dis avec d'autant plus d'insistance que dans les certifications nouvelles, il y a un critère autour de l'engagement des usagers. Donc, les hôpitaux vont aussi, et les établissements de santé, être intéressés à montrer ce qu'ils font au titre de l'engagement en santé. Et c'est important, une fois encore, qu'on puisse effectivement, quand on fait quelque chose de type père aidant, père expert ou de patient ressources, ben, ça soit bien coté dans la certification, que ça apparaisse vraiment comme tel. Je voulais vous redire aussi ou vous dire qu'on lance régulièrement des appels à candidature
pour participer à nos travaux, et notamment pour le fameux cadre de coopération entre la HAS et la société, dont je vous ai dit qu'on s'engageait à ce que pour juin prochain, il soit publié. Et l'appel à candidature va sortir dans le courant de la semaine prochaine pour un groupe de travail qui devra appuyer la préparation de ce document cadre. Et je vous invite à candidater les uns et les autres. J'ai eu l'occasion de voir certaines des personnes qui sont dans ce webinaire lors de colloques récents. On a pu échanger. N'hésitez pas à candidater sur ce sujet. Et puis, on se reverra pour le 3e engagement des usagers l'an prochain, peut-être dans une formule cette fois-ci mixte entre le webinaire et la présentation physique réelle, si l'épidémie s'est encore plus éloignée de nous, même si nous avons un petit moment de répit aujourd'hui. Vous savez bien les uns et les autres qu'on reste en veille. Je me retourne vers Joël. André Vert, qui est comme une sœur pour moi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah, l'appel à candidature devrait être publié cette semaine pour le groupe de travail relatif au cadre de coopération avec la société. Pourquoi on dit avec la société? Parce que les choses, elles ont beaucoup changé. Vous avez vu qu'il y avait ces structures courantes que sont les associations, y compris les associations agréées, mais il y a aussi des forums sur Internet, il y a aussi tout un tas de formulations nouvelles de l'expression des usagers du système de santé, et puis aussi le fait que dans une démocratie, il n'y a pas que les associations, ni même les usagers organisés qui ont des choses à dire, mais aussi les citoyens tout simplement. Et parfois, on mène des expériences intéressantes. On a mis en discussion publique le prochain référentiel d'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux, et on a eu le plaisir d'avoir 8888 exactement, un drôle de chiffre, contributions, dans lesquelles il y avait aussi des contributions de citoyens individuels, particuliers, qui ont répondu à cette consultation. Donc, toutes ces formes de démocratie en santé sont des formes nouvelles, mais très importantes. Je voulais vous remercier, il est 17h58, on s'approche de la fin de ce webinaire, et merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir écouté, d'avoir posé des questions, d'avoir obtenu des réponses, peut-être pas assez, mais vous aurez des livraisons personnalisées et individuelles dans vos boîtes mail dans les jours qui viennent sur les questions que vous avez posées. Merci à vous tous et à bientôt, j'espère, dans l'action concrète à la HAS, dans les groupes de travail. Merci beaucoup à vous.